Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Cette semaine, mon invité est Serge Poulain. Ça me fait plaisir de vous revenir avec une nouvelle émission de Connaissez-vous. Comme je viens tout juste de vous le dire, mon invité cette semaine, c'est Serge Poulain. Je vous mentionne aussi que c'est notre dernière émission avant les vacances de Noël. Comme nous sommes le 15 décembre, nous allons prendre une petite pause pour mieux vous revenir en janvier. Mais d'ici là, on fait une émission avec Serge et on va parler, entre autres, de Noël, des différentes fêtes de Noël que Serge a faites. Tout d'abord, je veux vous laisser vous dire bonjour. Salutations Martin, bonjour chers auditeurs et auditrices et merci Martin de m'offrir cette tribune, de me retrouver chez les gens, via Facebook, via toutes les plateformes, pendant plusieurs années via le Publifun, j'avais ce privilège, je te dirais, de me retrouver chez les gens au moins une fois par semaine. Alors pour moi, c'est un retour aux sources et ça me rend nostalgique, je te dirais. C'est merveilleux parce que cette soirée, c'est nous qui sommes chez toi en plus pour l'émission. C'est bien plaisant. Tout d'abord, comme je m'amuse souvent à le dire, dans les non-voyants, souvent on a l'impression qu'on se connaît tous, mais on se connaît pas toujours tant que ça. C'est sûr que dans ton entourage, il y a des gens qui te connaissent plus intimement, mais moi, en tout cas, j'aime toujours ça commencer par le début. J'aimerais ça savoir un peu où tu es né, puis comment ça s'est passé pour toi le début de ta vie en tant que personne non-voyante. Je pense que tu as tout à fait raison, même que c'est pas juste chez les non-voyants, on a tendance à réduire ça à ça, mais dans la vie, on connaît beaucoup de gens, mais on en connaît très peu comme il faut. On peut parler d'un paquet de gens, mais de savoir exactement ce qu'ils ou elles sont, c'est pas toujours évident. Alors, écoute, je suis né en 1962, à Sainte-Croix-de-Binière, pour situer les gens géographiquement. Sainte-Croix-de-Binière, c'est un petit village sur le bord de l'eau, sur la rive sud de Québec, à environ une vingtaine de kilomètres du pont de Québec, je dirais, en vous en venant vers l'ouest, donc en vous en venant vers Montréal. Alors, c'est un petit village sur le bord de l'eau, c'est une belle petite place. Je suis le bébé d'une famille de 5. Il y a 3 filles puis un autre garçon. Les garçons ont fait les extrémités, mon frère est plus vieux, moi je suis plus jeune. Ah, OK. Et les 3 filles sont dans le milieu. Voilà. Alors, je suis né dans la maison chez nous. Parce qu'à l'époque, quand tu étais en campagne, tu venais pas au monde dans les hôpitaux, ou en tout cas rarement. Alors, à un moment donné, ma mère avait des douleurs, puis mon frère a été chercher le médecin, puis ça s'est passé là, dans le lit de mes parents, finalement. Je suis né là, et ma mère avait manifesté au médecin après ma naissance que j'avais, il lui a fait remarquer que j'avais un trou sur le bord de l'œil, puis il dit, faites-vous-en pas, Madame Poulain, j'ai pris des forceps, c'est pour ça que ça fait ça. Fait que ma mère, en tout cas, elle était perplexe parce que j'en ai quand même eu 4 avant lui, puis j'ai jamais vu ça, mais bon, elle se disait peut-être les forceps, c'était ça. Fait que finalement, au bout de 5-6 jours, ça semblait pas se guérir, cette affaire-là, puis ça semblait même vouloir enfler. Alors, elle m'a emmené à l'hôpital Saint-Sacrement, dans la ville de Québec. Et c'est là qu'on a détecté que j'avais une malformation des yeux, en fait. J'avais beaucoup d'infections dans les yeux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé ça avec des acides. Et il y avait peur que ça se conduise, ça se répande dans mon autre œil, alors ils ont mis de l'acide dans l'autre aussi, ce qui a fait en sorte que j'ai eu aucun développement des yeux, aveugle total des 2 yeux. Sinon, j'aurais pu avoir un œil. Mais en réalité, je suis une victime de la thalidomide. La thalidomide, c'est un médecin que les femmes prenaient pour éviter d'avoir des nausées à cette époque-là. Et donc, c'est pas comme dans mon dossier qui dit malformation congénitale, parce que les médecins, plusieurs d'entre vous le savez, que les médecins, quand ils ont vu qu'il y avait tous des recours collectifs, c'est un médicament hyper dangereux, mais ils ont pris des dossiers, ils déchiraient, puis ils en faisaient d'autres, puis ils marquaient malformation congénitale. Alors, dans mon dossier, si tu vas voir les fiches, ça va être ça. Mais dans les faits, je suis une victime de thalidomide. Mais même dans le recours collectif qui a eu lieu, je sais pas, dans les années 90, quelque chose comme ça. Je suis pas très bon dans les dates comme certains des gens que tu as rencontrés. Mais il y a eu un recours collectif et on n'était pas capable de prouver que c'était la thalidomide qui faisait ça parce que j'étais le seul cas au Canada qui avait juste un problème au niveau des yeux. La plupart des gens ont des problèmes, ont peut-être eu des problèmes au niveau des yeux, mais accompagnés de déformations quelconques, soit des petits bras, soit des déformations au niveau du visage. OK, ça pouvait être plus... Exact. C'était ça pour la plupart des gens. Ce que j'ai su depuis, par ailleurs, c'est qu'on en a répertorié des cas en Alberta,
à Calgary notamment, dans certaines autres provinces aussi, on a trouvé des personnes qui, comme moi, ont eu des problèmes uniquement au niveau des yeux. Sauf que, bon, ils en ont répertorié d'autres, mais dans ta famille, il n'y en a pas d'autres. Non. Dans ma famille, il n'y en avait pas d'autres. Puis j'ai pas pu faire partie du recours, parce qu'évidemment, le recours, il est fini. Puis les gens qui ont répertorié, c'est comme moi, c'est too late. Oublie ça. Alors donc, mais c'est pas grave. Ma mère s'en est voulu longtemps, parce que la seule façon dont on aurait peut-être eu une mini-chance, ça aurait été que ma mère ait encore en sa possession des bouteilles de Thalidomide, ce qu'elle n'avait plus. Ben oui, mais là... D'ailleurs, elle l'a regretté toute sa vie, mais moi, j'avais expliqué. Je me dis, écoute... On garde pas nécessairement ça. En tout cas, moi, j'ai jamais gardé mes bouteilles de Tylenol et autres. Je me dis, s'il arrive de quoi, ça arrivera, mais qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est ça. Je suis né à Sainte-Croix-de-Lubinière, dans ce petit village-là. J'ai grandi là jusqu'à 4-5 ans. Évidemment, là, mes parents ont eu l'échec de leur vie, finalement. Ma mère a vécu sa culpabilité, parce que là, sachant que... Ok, ça a été... Ah non, ça a été instantané. Dès qu'ils ont mis les acides dans mes yeux, comme je te dis, c'était évident que je verrais plus ni d'un œil ni de l'autre. Et ça a été l'autre problème. C'est que s'ils n'avaient pas mis l'acide dans mon œil droit, j'aurais probablement une vision parfaite. Mais bon. C'était des religieuses à l'époque, qui avaient ça avec des médecins, en tout cas. Tu sais, c'était les années 60, là. Il y avait même pas d'assurance maladie encore à l'époque. C'est drôle, hein, parce que ça nous paraît pas si loin, les années 60, mais c'est là qu'on se rend compte un peu des limites de l'époque. Ah, effectivement. Alors, mes parents ont dû payer 7600 $ pour une chirurgie plastique pour mon œil. Et c'était beaucoup d'argent pour l'année 62. À cette époque-là, mes parents ont dû s'endetter, hypothéquer la maison et tout. Je pense qu'ils ont fini de payer ça, genre, 975, quelque chose comme... Fait que non, à l'époque, on payait les soins. Et là, Serge, ça a été quoi, toi, ton premier souvenir? C'est où que tu as commencé à t'apercevoir de ton handicap? Parce que, bon, tes parents le savaient, tout ça. Tes frères et sœurs plus vieux, ils devaient te dorloter quand même, vu que tu étais le plus jeune. Puis, est-ce que tu as des souvenirs de ça un peu? Oui, j'ai des souvenirs de ça, mais moi, mon père avait... Parce que, encore à cette époque-là, Martin, toi, c'est une époque que tu connais pas, mais encore à cette époque-là, on cachait les personnes qui ont des handicaps. Ah, mon Dieu! Ah oui, on les cachait dans les greniers pour pas les voir. Bien sûr, dans beaucoup de cas, dans les campagnes particulièrement. Et moi, le frère de mon père, qui faisait des études universitaires à Montréal, il avait dit à mon père, si jamais on arrive puis tu caches ton gars, tu vas le perdre. Bon, comment il aurait pu faire ça dans les faits, je ne sais pas. Mais mon père a eu très peur de ça. Alors, mon père, vite, m'a amené à faire les mêmes choses que tout le monde, le mieux possible, on va le dire comme ça. Fait que j'étais très dorloté, mais en même temps, mon père, c'était comme, OK, tu veux faire tel show, tu vas le faire, mais avec les conséquences que ça a. Fait que quand je te dirais que j'ai commencé à découvrir, jouant au ballon, des affaires de même, je comprenais pas pourquoi elles étaient beaucoup plus vite que moi, parce que mes sœurs, c'est sûr, je lançais le ballon de poignet, là. Mais de poignet moi. Mais ça, sur le coup, je réalisais pas. C'est quand j'ai commencé, à ma première année, je te dirais, à l'école Jean Talon à Québec, là, je revenais avec mes livres, puis je voulais montrer mes devoirs à ma sœur que j'apprenais à écrire en braille, puis elle me disait, je suis pas capable de les lire. Là, j'ai fait comme, oh, non, on n'est pas dans la même vie, là. Ah, ça, c'était une école spécialisée? Oui, ça s'appelait l'école Saint-Vincent, qui était à Québec. Okay. J'ai fait ma première année là, moi. J'étais dans une famille d'accueil avec une autre personne aveugle qui était du village à côté de chez nous, qui s'appelle Saint-Édouard de Lubinière. Puis bon, je restais avec lui chez cette dame-là, et cette dame-là avait une nièce qui est aveugle, qui reste encore à Québec d'ailleurs. Donc, c'est ça, mais c'est là que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un certain monde qui nous séparait, là. OK. Parce que ma soeur, j'étais pas capable de lire ses devoirs, puis moi, et vice-versa. Oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à réaliser que oui, il y avait des choses de complètement différentes, mais j'essayais quand même, quand j'étais à la maison, de participer à des choses. Mais c'est sûr, comme je te dis, tu joues au ballon, j'étais pas de taille, là. Et par contre, mon père, par exemple, si je voulais jouer avec mes sœurs, puis par mégarde, je recevais le ballon dans le visage, je pleurais, mon père disait, non, regarde, tu veux jouer avec elle, tu joues avec elle. Ça, les conséquences, c'est qu'elles aussi, elles peuvent le recevoir le ballon. Fait partie des risques. Oui, ça fait partie des risques, c'est pas parce que là, à un moment donné, tu dis, je t'aveugle, puis non, mais mon père disait, ça n'a rien à voir. Ils ont pas fait exprès nécessairement de te le lancer, mais ça arrivait de même. Puis tu le verras pas. Peut-être qu'ils ont fait exprès aussi, on ne saura jamais, mais bon. Sûrement des fois. Oui, ça c'est le fun, s'ils piquent ça dans la face. Mais bon, bref, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé ma première année à l'école de Québec, à l'école Saint-Vincent, qu'on appelait. Et j'habitais, comme je te disais, dans une famille d'accueil. Donc, il y a eu séparation aussi. Oui, séparation, effectivement, mais j'allais chez nous tous les semaines. OK. Ça a été une séparation, mais comme je te dis, il y avait
Il y avait un gars aveugle que je connaissais, que mes parents m'avaient fait rencontrer, parce qu'évidemment, dans un petit village, surtout que t'avais un infirme qui appelait ça dans le temps, ben, toutes les infirmes se connaissaient. Ah, j'en reviens pas, j'ai l'impression que c'est comme quand je lis des romans historiques qui se passent des années 1900. Ce que t'as connu, puis ce que t'as vu à la télé, Martin, des ticounes, là, à le temps d'une paix, là, c'était vrai, ça, là. Ça s'est vécu pour vrai. Ben, dans beaucoup de films, tu vois puis toi, qui a déjà eu quand même un bon résidu visuel, je sais pas ce qui t'en reste, mais t'en as déjà eu un bon, puis tu voyais des films, on mettait des couvertes sur les jambes de certaines personnes en fauteuil pour aller voir les jambes. Bon, des Stevie Wonder qui mettent des lunettes noires, t'en as eu plein, là. On cachait les limitations le plus possible. Moi, ma mère m'a voulu que je porte des lunettes jusqu'à temps que je pète ma coche dans la vingtaine, que je prenne les lunettes, puis j'ai cause devant elle, pour vrai, elle les avait payées 500$, mais bon. Allez, gars. Mais pour te dire. C'est passé, quand même. C'est toute une époque, je suis étonné que tu sois si dépassé que ça. Il y en a sûrement qui t'en ont parlé, mais c'était comme ça. Particulièrement dans les campagnes. OK. Alors, ma deuxième année, j'ai retourné à Québec, je vivais plus avec le même garçon parce que là, je sais pas trop, là, il y a des bouts qui sont un peu noirs dans ma vie dans le sens que je m'en souviens plus ou moins, mais en tout cas, je vivais dans une autre famille chez une madame qui était adorable, elle me berçait tous les jours, mais elle a gardé comme 5-6 personnes des personnes en famille d'accueil, c'était pas des personnes aveugles nécessairement. Fait qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des plats, puis elle mettait ça au milieu de la table, puis servez-vous. Puis, ce que ma mère m'a appris, c'est que mon mur de chambre, c'était le derrière du frigidaire. C'était comme une pièce ouverte, mais ma chambre était comme séparée par le frigidaire. Mon lit était comme en arrière du frigidaire. Ma mère, quand elle a vu ça, elle a fait, non, moi, mon gars, il vivra pas là-dedans, il ira plus à l'école, c'est fini, c'est that's it. Ah, c'est qu'il n'y a plus d'école. Non, là, il y avait plus d'école. À cette journée-là, le premier vendredi que je suis parti de chez la madame en question, OK. Il y avait plus d'école, on est au mois de septembre. Et ma mère avait un lien, parce qu'à l'époque, il y avait l'Institut national canadien, t'en avais un au Québec, tu en avais un à Lévis. Et ma mère, évidemment, comme j'avais des sciences visuelles, elle a essayé de se trouver des ressources. C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais elle avait réussi à rencontrer un bonhomme qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Émilien Proulx, qui lui était aveugle. Et ma mère était devenue comme, bon, je dirais pas hypnotisée quand même, mais disons que ça la fascinait de voir que ce bonhomme-là travaillait, puis qu'il était capable de faire de quoi dans la vie, puis c'était un stimuli pour elle. On va dire comme ça. Alors là, elle a rappelé le monsieur en question, elle a dit, moi, j'envoie plus mon gars à l'école. Puis là, monsieur Proulx, il dit, non, je vais aller vous rencontrer cette semaine, puis on va jaser, là. Ça se peut pas, là. Vous êtes dans le champ, là. Alors, il est venu rencontrer ma mère, puis il a dit, vous êtes en train de commettre la pire erreur de votre vie. Puis il a dit carrément comme ça, ce que j'ai appris après. Il a dit, écoutez, madame, vous pensez que la pire erreur de votre vie, c'est d'avoir mis un enfant au monde qui est handicapé visuel, mais la pire erreur que vous allez commettre dans votre vie, c'est de pas l'envoyer à l'école. Ils ont dit, ça va être la pire des pires. Fait qu'il dit, écoutez, je vais faire des recherches pour vous, puis je vais vous revenir avec d'autres choses. Alors, il a rappelé ma mère quelques semaines après, disant, écoute, il y a une école à Montréal, sur le boulevard métropolitain, qui s'appelle l'Institut Nazareth, c'est un collège, on pourrait l'envoyer là, il va avoir l'éducation comme tout le monde. C'est ça, il va pouvoir, il va rencontrer des gens comme lui, puis il va s'éduquer, puis il va apprendre l'école comme vos filles, comme vos autres enfants. Puis, ma mère a fait comme, moi, c'est une bonne idée, ça, puis là, notre milieu en campagne, c'était beaucoup, là, il y a des religieuses, puis tu sais, écoute, ma mère était complètement enchantée de tout ça, là. OK. Elle était complètement émerveillée par ça. Donc, c'est ça. Je me suis ramassé là, donc, en octobre 69. Et là, pour moi, ça a été le drame de ma vie, comme plusieurs gens t'ont raconté. Oui. D'ailleurs, on reviendra pas là-dessus, mais... Il y en a qui ont aimé, mais il y en a qui ont... c'est plus difficile. Faut nuancer, en fait. Ouais. Moi, ce que j'acceptais pas, c'était, tout d'abord, d'ailleurs, mon père me relatait ça quelques années avant de mourir. Il me disait, t'étais très dur avec nous autres pour un petit gars de 6 ans, t'étais énormément dur parce que, c'est 7 ans, parce qu'il dit, tu me posais la question, pourquoi tu gardes les filles, puis moi, tu me gardes pas, c'est parce que tu m'aimes pas, ou... Non, mon père, il dit, tu nous as fait très mal, pareil. Mais il dit, en même temps, t'avais des trop bonnes questions. Ouais. Il dit, on avait beau te dire qu'on voulait que tu ailles à l'école, que tu t'instruises. Mais oui, mais pourquoi pas les filles, tu sais? Parce que mes sœurs restaient chez nous. Mon frère, il avait été au collège. Mais mon frère était beaucoup plus vieux, il y a 12 ans de différence avec moi. OK, quand même. Mon frère, il était déjà rendu au travail quand je suis venu. Peut-être pas, là, mais... Mettons, quand je commençais à aller à l'école, il restait déjà plus chez nous. Fait que lui, je voyais pas trop de différence. Mais pourquoi les filles restaient chez nous, alors que moi... je m'en allais loin. Fait que oui, je faisais des crises, puis moi, j'ai développé des maladies psychosomatives, là. Moi, c'est clair que le lendemain que je revenais à l'école,
lors d'une sortie familiale, je vomissais, c'était évident, là. C'était très évident. Je pleurais toute la nuit, puis je vomissais, là. C'était sûr. Et ça a duré longtemps? Ou... Je te dirais que ça a été... Écoute, je vais te le dire comme ça. Oui. Ça allait graduellement de moins en moins. Quand je suis arrivé à Louis-Braille, à Longueuil, là, c'était complètement dissipé pour moi. OK. Moi, c'est devenu le fun pour moi. Pas l'INLB, on dit toujours ça, mais dans Louis-Braille, ça a été pour moi un beau moment de ma vie. Mais c'est quoi qui avait changé? Ben écoute, probablement que je vieillissais, puis j'avais compris le pourquoi, parce que quand je retournais chez nous, puis je discutais avec mes sœurs, ben je voyais bien que j'en savais autant qu'elles. J'en savais même plus qu'elles, des fois. Fait que pour moi, ça a été peut-être révélateur. Puis bon, je vieillissais, j'étais rendu ado, puis fuck les parents, fuck la famille, tu vois. Tu sais, on s'entend-tu, là, j'étais rendu pas indépendant, mais... Fait que c'est peut-être ça aussi. Puis on se retrouvait une gang de gars, puis on jouait au hockey, puis c'est peut-être tout ça qui a fait que Puis c'est sûr aussi, j'allais chez nous plus souvent, parce qu'à l'époque, à Nazareth, j'allais chez nous 4 fois par année. Fait que tu vois tes parents 4 fois par année, là, c'est comme... Pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Non. Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est Noël, Pâques, je sais pas, la Toussaint qu'il y avait, je sais pas trop. En tout cas, on y allait 4 fois. Puis la 4e fois, c'était l'été. Ouais. Pas compliqué. Fait que c'est sûr. Moi, par contre, en revanche, j'ai été chanceux parce que la plupart des frères de mon père et ses sœurs restaient à Montréal. Fait qu'il y en a toujours un ou une qui, une fois de temps en temps, venait me chercher pour passer la fin de semaine. OK, c'est que t'avais de la famille. Oui. Ça, en ce sens-là, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, tu sais, je pense entre autres, puis j'ai encore un qui vit actuellement, oncle Émile, qui mon père a toujours dit que c'était mon 2e père, puis c'est vrai aussi. Fait que c'est sûr que, avec les frères de mon père, j'ai développé beaucoup plus, puis avec leurs enfants, moi, mes cousins et cousines, j'y connais presque autant que mes sœurs, sinon plus. Fait que ça a été ça. Mais Nazareth, ben là, évidemment, je me suis fait des amis, comme tout le monde, puis on joue au hockey, puis on apprenait à l'école, le braille, là, ci, là, ça. Puis là, arrivé à Longueuil, puis là, on apprenait à faire des patinoires, on faisait plein de choses. À faire les patinoires? Ah, ben ça, okay, on faisait ça. OK. Oh, oui, on sortait ça, je te dirais plus à Louis-Braille, mais on nous sortait le soir, genre vers 8, 9, 10 heures, puis il fallait aller taper la neige avec nos bottes, faire le tour de la patinoire, puis on arrosait ça, puis non, ça a été des beaux moments. Je sais pas s'il y en a qui t'en ont parlé, mais c'était de très beaux moments. Pas à la participation de la création de la patinoire. Non? Ah oui, ben là, vous allez avoir l'horloge 30 secondes, mais ça, il a dit que vous étiez chez nous, alors c'est l'atmosphère qu'il y a chez nous. On va juste la laisser finir. Bon, elle devrait finir bientôt. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez pas compris, il est 8 heures. Mais bon, oui, on nous faisait participer activement à on va le dire comme ça, à la création des affaires. C'était pas juste, tu vas jouer, t'étais pas juste un prestataire de service. Tu devais créer ta patinoire, ou en tout cas travailler. On devait tous collaborer ensemble. Alors oui, c'était plate parce qu'il faisait frais. Puis ça, on n'aimait pas ça sur le coup, mais quand tu y repenses par après, c'était drôlement riche. Tu sais, moi, quand j'arrivais chez nous, mon frère disait, ben oui, Serge, au collège, moi aussi, je faisais ça, des patinoires, mais j'étais donc juste tellement content. J'ai fait comme mon frère. Tu faisais la même chose. J'ai fait comme mon frère avec ma gang de chums. C'était quelque chose. Puis moi, c'est sûr que personnellement, je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais moi, j'ai le milieu qu'on a eu, avec ses faiblesses, naturellement. Mais pour moi, ça a été le milieu de l'éducation le plus efficace pour les personnes non-voyantes que je connais. On va dire, les personnes qui ont passé par là, généralement, sont des gens assez cultivés, qui savent bien écrire, généralement, qui ont quand même une bonne culture, je vais le dire comme ça. Mais qui ont été stimulés. En plus, ben ça, c'est l'autre bout avec lequel je m'en venais. Tu sais, moi, j'ai étudié en orthopédagogie, puis j'avais sorti, à un moment donné, un travail sur l'inclusion des enfants aujourd'hui, puis dans le temps. Puis moi, je disais non, ça se peut pas à court terme, en tout cas. Moi, je disais, ça prend ce que j'appelais une inclusion progressive, c'est-à-dire, tu fais rentrer des enfants dans une école spécialisée où ils et elles, évidemment, vont apprendre à utiliser le matériel qui correspond à leurs besoins. On va leur apprendre les médias comme le braille, c'est ça qui est nécessaire, le gros caractère, les livres et tout ça. Et lentement, on les intègre dans leur école. Moi, j'ai toujours dit ça. Parce que de prendre un enfant et de l'envoyer à l'école, là, tu peux même penser que ça en fait un héros, là. Puis malheureusement, je sais, comme je dis, je me ferais pas aimer, mais moi, je considère que de jouer à ça, pour les parents, ça peut être bien gratifiant. Mais je suis pas sûr qu'à long terme, en tout cas,
qu'on arrive à des résultats intéressants. Il y en a que oui, là. Il y en a toujours des success stories, là, qui vont avoir fait, qui vont réussir. Mais je te parle pour l'ensemble. Oui, oui, la majorité, là. Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens, à un moment donné, il y avait eu au RAM une action pas une action, mais une activité intergénérationnelle. Puis je racontais aux jeunes ce que je viens de te raconter, ce qui est passionnant, puis ils me disaient, t'as donc bien été chanceux de faire ça, nous, on connaît pas ça. Puis tu vois, moi, je suis sûrement un peu entre les deux, là. Entre toi, puis d'autres aussi, puis des beaucoup plus jeunes, puis j'ai pas l'impression d'avoir vécu ça non plus. Ben, tu vois, non, c'est ça. Ben, c'était perdu, probablement. Déjà. Puis, c'est pour ça que je dis, on avait une éducation sérieuse, solide, à mon avis. Et ça, là, je le dis sans faire fi de tout ce qui s'est passé de mal, là. Mais c'est parce que je trouve qu'on parle beaucoup des choses mal dans la vie, mais on n'en parle pas bien. Oui, on en a vu, puis je reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé avec l'éclair de Saint-Viateur, là, vous l'avez vu en masse à TV. Cela dit, les Sœurs Grises et l'éclair de Saint-Viateur ont fourni aux personnes aveugles et en BIOP, à mon avis, une éducation d'une qualité supérieure. Bon, une fois que j'ai dit ça, les gens peuvent bien partir un débat et dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je le pense comme ça. Parce que c'est bien beau, là, mais envoyer un enfant dans son école, là, pis s'il connaît pas le matériel qu'il a besoin, oui, il y a un prof itinérant qui y va une fois par mois, quelque chose comme ça. Pas bien même. Il joue-tu au hockey avec ses amis après l'école? Je pense que non, oui. Il va devenir l'espèce de nerd de la place, parce que tout le monde va trouver qu'il étudie. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son braille en dehors de ses heures d'école, il va... C'est ça sa vie. Fait que dès jeune, moi, je suis convaincu que ça amène une forme d'écœurantite, je vais te le dire de même. Puis moi, je pense ça. Mais bon, comme je dis, je n'ai pas la vérité absolue. Non, mais ton opinion est... Ah ben, on en vaut d'autres. C'est ça, exactement. On en vaut d'autres, mais moi, je considère qu'on a eu une belle éducation et on s'est fait aussi une forme de famille. Hey, les plus vieux, quand on se rend compte, là, tout, là, même encore en considérant les différences, ce que chacun a fait et tout, là, moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours un plaisir à les revoir. Pour moi, c'est presque ça, ma famille. Parce que ma vraie famille... Moi, souvent, d'ailleurs, pose-moi pas la question, je peux pas te répondre. Tes parents étaient-tu sauvages? J'ai aucune espèce d'idée. Moi, quand j'allais chez nous, c'était la fête, j'y allais tellement pas souvent. Je pense qu'ils étaient semi-sévères, mais moi, à côté de ce que j'ai vu voir grandir mes sœurs, parce que j'ai vécu au collège, j'étais beaucoup plus sévère au collège, mais bon. Mais je peux pas t'en dire plus. Mais la vie les amis, puis tout ça, il y avait une importance immense. Ah, pour moi, c'est encore comme ça. C'est resté parce que fondamentalement, ça a été comme ça quand t'étais jeune. C'était ça, notre famille. C'est malheureux, mais c'était ça. C'est comme les gars et les filles qui vont dans l'armée. Mon beau-frère était dans l'armée, puis c'est ça. Il était dans l'armée à 17 ans, lui, il dit, regarde, moi, ma famille, c'était des gars, les gars et les filles de l'armée, ben, surtout des gars dans son temps, là. Mais c'était ça, c'est le même. Fait que, tu sais, c'est pas grave. Fait que oui, moi, j'ai une famille biologique. Mais, concrètement, dans ma vie, tu sais, moi, bon, je pense que t'es pas sans savoir que je fais de la musique avec Fernand depuis des années. Moi, si Fernand m'appelle pas, moi, je vais avoir bien plus de peine que si ma soeur m'appelle pas. C'est bien plate à dire, mais c'est la vie, là. Je suis bien plus proche de ces gens-là. J'ai vécu avec ça. C'est ça. Okay. Mais là, moi, ce que je veux savoir maintenant, là, parce que ça aussi, on pourrait en reparler longtemps. Oui. Mais là, bon, toi, t'as resté tout le long de tes études? Oui, j'ai resté 4 ans à Nazareth, puis 4 ans à Louis-Brun, puis une année en famille d'accueil, chez les Séguins. OK. Parce que moi, ce que je veux savoir, là, parce que moi, souvent, je demande aux gens à quoi tu penses, qu'est-ce que tu voulais faire après, en sortant de là. Toi, est-ce que tu le savais? C'est quoi que tu voulais faire? Écoute, j'étais pris dans une, je vais appeler ça une dialectique, ça a l'air marxiste, mon enfant, mais j'ai rien d'un intello. Fernand Boris, il m'écoute. Ça n'a rien à voir d'être intello, mais je voulais, en même temps, la tradition, puis en même temps, je voulais être hors norme. C'est bien bizarre. Ah, ben, tiens. Fait que oui, j'ai fait le cours d'accordeur de piano, mais en me disant, fuck, je ferai pas ça toute ma vie, c'est trop conventionnel. Fait que c'est ça, j'étais dans ça. Fait que j'étais toujours tiraillé dans le paradoxe je veux faire quelque chose en tout cas, que moins de monde a fait, disons, ou quelque chose qui semble un petit peu hors norme, puis en même temps, je veux me baquer, je veux avoir de quoi qui est énorme. Fait que je savais que réparer le piano, ça faisait absolument full norme, là, il y en avait qui accorde des pianos, c'est toujours bon. Puis en même temps, je voulais pas ça, tu sais. Fait que c'était le paradoxe que j'avais, en fait. Alors oui, je voulais accorder des pianos, en même temps, moi, c'était clair que je voulais devenir un animateur de radio.
D'ailleurs, en 76, dès la fusion de l'école Nazareth et Louis Braille, il y avait une radio étudiante qui s'appelait CBSF, qu'on avait formée. Bon, je travaillais avec ce gang-là, on était à 4-5 dans ça, puis on faisait des émissions de radio étudiante. Alors moi, c'était clair que je voulais devenir un animateur de radio, c'était clair, ça. OK. Mes parents me faisaient dormir. D'ailleurs, ils me disaient ça, ils ont dit, t'avais même pas 6 mois pour te mettre un radio, tu t'en pour que tu t'endormes. Il était quand même précurseur parce qu'il savait que j'avais besoin d'être stimulé, mais tu sais, il y avait pas d'école, puis il y avait pas d'ACPE, il y avait rien pour te dire ça dans le temps. C'est ça. Fait que je vois ça un peu avec l'instinct. Le peu d'instruction. Ben oui, je pense que tu viens de dire le vrai mot, l'instinct. T'sais, ma mère avait une 7e année, mon père avait une 4e année. Ce qui en a fait des gens super pareils, mais ils savaient pas ça, là, les stimuli précoces. Il y avait aucune idée de ça. Mais on dirait, comme tu dis, ils ont été instinctivement, puis ça a marché. Fait que oui, je voulais être accordeur de piano, puis animateur de radio. Comme ça. OK. T'as dit ça de même. Et là, accordeur de piano, tu l'as fait un temps? Accordeur de piano, j'ai fait mon cours 77, 78, 79. OK. Parce que j'ai fini en secondaire 5 en 79. Et j'ai été d'ailleurs le dernier accordeur de piano diplômé au Québec. Ah oui? Je dis pas qu'il n'y en a pas eu depuis, là. Mais au Québec, il n'y en a pas eu. Je sais qu'il y en a à Toronto, Jean Connor, qui est allé dernièrement. OK, mais au Québec, c'est toi le dernier. Oui. Il en restait 2 après moi, puis je sais pas pour quelle raison, mais le ministère a coupé le cours, ça a été that's all, on n'en parle plus. C'est pas assez populaire, on le fait plus. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais été le dernier diplômé accordeur de piano au Québec. Et là, animateur de radio, est-ce que t'as-tu étudié là-dedans? Bon, alors, 79, je fais mon cours d'accordeur de piano. En même temps, je fais mon application au cégep de Jonquière parce que c'est le seul endroit où on a des cours en communication. Oui. Alors, je fais mon application en communication. Moi, j'ai toujours été à l'école de milieu spécialisé. Mais bon, en même temps, ça me fait peur, mais ça m'excite. Tu sais, je suis content. Donc, c'est ça. Le 19 juin 79, je me fais frapper au coin de Curé-Poirier. Non, Sainte-Foy et Marquette. Oh boy. Oh oui, j'ai revolé à peu près 25 pieds plus loin. J'étais avec 2 filles. Je sais pas, on allait chercher quoi, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, bref. J'avais un GE qui a passé à travers du windshield du gars d'ailleurs. En tout cas, bref. Ça, j'ai eu une jambe cassée en 3 bouts. Alors, j'ai été pris pour une bonne semaine et demie à Charlemagne. Alors, j'ai reçu ma réponse entre-temps du cégep, comme quoi, ben, c'était très contingenté, puis ça n'avait pas été accepté. Mais là, je suis pas là. Je fais la drogue bien raide, moi, là. Ils me gèlent bien raide, eux autres, là-bas, là. Que ben, ça fait mal, ça. Ça fait casser une jambe à 3 places, hein. Mais je comprends. Puis t'as revolé 25 pieds plus loin. C'est quelque chose. En tout cas. Fait que là, ben, finalement, tout ça pour te dire que j'ai jamais été à Jonquière parce que, ben là, je me suis pas occupé d'aller en révision pis tout, j'étais pas là. J'avais même pas fini mes examens encore. Il me restait encore mon examen d'économie puis un autre de secondaire 5 à finir pour passer mon secondaire. Finalement, au bout d'une semaine, même si j'étais sur le médicament, on avait fini par me les faire passer. Puis je pense que ça avait marché pareil. J'avais été quand même chanceux. Mais bref. Là, je me suis ramassé, fini mon secondaire, la jambe dans le plat jusqu'à l'aine, passé tout l'été comme ça. Ta boîte. Un bel été, ça. Oui, en béquille. Puis mon père qui s'amusait me fait passer avec mes béquilles dans le gazon mouillé pour que ça glisse, il y avait bien du fun. En tout cas, disons que c'est payé ma tête pas mal. C'est ça, mais c'est ça, là, j'avais plus de cégep, j'avais plus rien. Bon, je fais quoi dans la vie, moi, là? Puis là, je me suis dit, ben, je pourrais être accordeur, mais pas 5 croix de billard, peut pas même faire ça. Fait que, le locataire chez nous, qui est devenu une espèce de grand frère pour moi, qui s'appelait Raymond, ben, il dit, moi, j'ai été au cégep de Victo, puis il dit, habituellement, c'est pas trop contingenté, peut-être que je pourrais aller voir pour t'inscrire là. Fait que j'étais allé avec lui en béquille, puis tout. Finalement, ils ont accepté mon inscription. Alors, j'ai commencé au cégep de Victoriaville en 79. Septembre, ça. Et là, c'était quoi la formation? Ouais, là, je suis en sciences humaines. OK. Parce que je voulais pas, tu sais, je me disais, bon, je veux-tu en musique? Moi, j'étais un éternel insécure dans la vie. Je me suis dit, bon, la musique, ça pourrait être cool, c'est conventionnel, mais c'est-tu payant? Puis je me disais, non, tu pourras pas. Puis mes parents me poussaient beaucoup à l'éducation. Mes parents, ils n'avaient pas eu d'instruction, puis ça les manquait. Puis mes parents voulaient que je parle anglais, ils voulaient que j'aille à l'école, je faisais des cours universitaires. Ils étaient prêts à tout payer, mais ils voulaient que je fasse ça. Puis moi, en même temps, j'ai mal à l'école. J'avais un petit peu d'intellectuel dans moi, faut croire. Fait que, c'est pour ça. Fait que, non, de la musique, oui, je vais continuer à en faire pour mon fun, mais j'en faisais pas professionnellement. Puis des pianos, ben, je m'étais dit, écoute, après mon cégep et mon université, peut-être que je verrais me monter une clientèle dans une ville, parce que pas dans un petit village comme ça me rappelle quelqu'un toujours conduire l'auto pis tout, ça n'aurait pas eu de sens. Ouais.
Donc, tout l'aspect d'autonomie puis tout ça. Là. Fait que là, ben, c'est ça. J'ai fait mon cours au cégep de Victoriaville, où là, j'ai commencé à vivre ce qu'on appelait l'intégration dans le temps. Puis, je dois admettre que j'ai été relativement chanceux. J'avais plein de monde alentour de moi. J'ai participé à 2 bandes musicaux, justement. On a fait des tournées dans tout ce coin-là. Là. Plessisville, Drummondville, Laurierville, Inverness, Nîmes, dans ce coin-là, j'ai tout fait ça, les cantons de l'Est. Alors oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis je dois dire, mais il y avait rien à l'école, là. Tu sais, il y avait pas d'ordi comme aujourd'hui, puis de site internet, mais fallait tout, puis là, il y avait plein de gens qui me lisaient des livres avec des cassettes puis des vieux magnétophones tout croche, mais c'est pas grave. On prenait les moyens du bord, mais ça marchait. Finalement, ben, j'ai réussi à passer mon cégep, puis là a été la question de savoir qu'est-ce que je ferais. Parce que là, j'ai fait mon cégep de Victo, là, je suis full monde alentour de moi, j'ai autant de chars que je n'ai besoin, tant que j'en veux, en tout cas, j'avais tout ce que je voulais, mais là, je savais très bien que je ferais pas ma vie à Victo. Puis en même temps, petit côté caché que tu vas apprendre, je m'ennuyais beaucoup de ma gang de Montréal. Qui reprenaient leur ben, j'avais aimé ça, là-bas, c'était le fun, mais c'est bizarre. Encore là, moi, j'ai vécu plein de paradoxes toute ma vie, je vais t'en dire un autre. J'étais super entouré. Ma mère était tellement contente. Ma mère, ça a été les plus belles années de sa vie. De voir que son gars était entouré de plein de monde, qu'il fallait l'aider, l'amener, le voyager, l'emmener à Montréal, le ramener, l'emmener à faire des tournées. Ma mère, elle trippait comme une bonne. Ça diminuait peut-être sa culpabilité, je sais pas, mais bref. Ben, elle voyait quand même que tu restais pas inactif. Exact. Que Elle aimait ça. Pas. Mais c'est bizarre parce que mon paradoxe, c'est que je me sentais tout seul. Je me sentais loin de ma gang. OK. Je me sentais loin des gens avec qui j'avais vécu. Puis tu pouvais pas vraiment faire fi de ça, là. Ben, j'ai bien essayé, hein. OK. Fait que là, est venu le temps à la fin de mon cégep, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça me revenait toujours. Le métro, j'aimais beaucoup le métro, moi. Moi, j'étais un triple de métro. Oui, t'as aimé le métro. Moi, j'aimais le métro, j'aimais Montréal, mais j'aimais surtout la gang, en tout cas. La partie de la gang que je pouvais peut-être retrouver. Parce que je me suis illusionné comme tout le monde, je retrouverais tout le monde, mais ce qui n'était pas le cas. Mais je me retrouvais quand même un bon bout. OK, mais le métro, là, parce que ça m'intrigue un peu. Il y a beaucoup de non-voyants qui en ont peur du métro. Ouais, mais ça, je sais pas pourquoi ils ont peur. Nous autres, jeunes, on n'avait pas peur. En tout cas, on a appris jeunes à aller jouer dedans, puis... Vous n'aviez pas de cours de mobilité, n'aviez-vous? Ah, ben oui, on a commencé ça. Mais c'était pas les cours professionnels que des filles comme Cara Zabiello, puis Agathe Rattel, puis Juliane Couturier nous ont montré, là. Mais il y avait des gens qui avaient quand même étudié un peu dans ça, puis qui nous montraient, ils nous emmenaient à Gérard Filion, puis ils nous faisaient promener, puis on apprenait à peu près ça. Écoute, moi je me rappelle, le premier disque des Beatles que j'ai été m'acheter, c'était à Plaza Lexinéon, tu vois. Oh, mon Dieu. Écoute, puis il fallait que je m'en revienne tout seul. J'étais-tu donc content de revenir à l'INLB tout seul? Bon. Avec ton disque? Oui, oui, en plus, écoute, j'avais acheté Beatles 62-66, écoute. Je l'ai gardé, il est complètement fini, mais je l'ai gardé juste pour le trip. Non, c'est ça, c'était tellement... c'était valorisant. On nous apprenait des choses valorisantes. Tu sais, au début, il t'en allait... Il y avait un magasin, d'ailleurs... c'est vrai, ben non, moi, j'avais été à Québec-Son, mais j'avais pas acheté de disques. Il y avait un magasin à Longueuil qui s'appelait Québec-Son, puis ça, c'était le premier voyage qu'on faisait. Tu peux aller t'acheter des disques, tu n'as bien qu'à acheter des disques de Beau-de-Mer dans le temps. Puis c'était correct, mais tout ça pour te dire que... Fait qu'on apprenait à se valoriser. Fait que moi, j'avais déjà été dans le métro. Puis des fois tout seul, puis quand on allait prendre l'autobus pour aller chez nous, parce que les dernières semaines, les dernières années, on y allait presque tous les mois, toutes les semaines. Fait qu'on voyageait pas tout seul, mais on commençait quand même à prendre de l'autonomie. Fait que ça, moi, j'ai adoré ça. Puis ça, à Victo, je n'avais de l'autonomie, oui et non. C'est que je n'avais, mais dans la dépendance que j'appelais. Ben, c'est ça, pas avec le transport en commun que non, tu peux utiliser toi-même. Commun, pas bon. J'allais prendre des petites marches. Il y a des places que j'étais capable d'aller tout seul à pied, mais la plupart des places, c'était trop dangereux, j'étais pas capable. Ben, j'avais du monde, mais en même temps, oui, ça pouvait sembler une vie, mais t'avais connu Montréal, tu savais ce que ça pouvait t'amener de plus. Exact. Alors, ma mère, là, j'avais un paradoxe, parce que là, c'était de laisser mon groupe de musique, que ça, j'adorais. Un petit gars, une bande de 4, c'était le fun. Fait que j'étais allé voir les gars pis la fille, j'ai écouté la gang, je viens de prendre une décision, je me retourne à Montréal, ils ont dit, tu vas lâcher le band. Je dis, ah oui, c'est comme ça. Écoutez, c'était un peu un regret, mais écoutez, faut que je fasse ma vie, pis. Ouais, mais ça te tente pas de rester avec nous. Je dis, boys, allez-vous me charrier à tous les jours? Ils ont dit, ben non, mais c'est pas sûr qu'on va rester là. Ben, j'ai dit, vous venez de comprendre. J'ai dit oui, ça m'a fait un super plaisir de jouer avec vous autres, d'autant plus que c'était arrivé par défi, cette affaire-là, parce que c'était un soir de brasserie que j'avais rencontré un gars dans mes cours, puis
Il était prendre une bière avec, puis il cherchait un batteur, parce qu'il dit, ça fait longtemps que je cherche un bon batteur, j'en trouve pas, j'avais la jambe dans le plot, même tout le cave. T'étais batteur? Oui, j'étais drummer 3 ans avec eux autres. OK. Donc, c'est ça, puis là, on était à la brasserie. Bon, on prend de la bière, là, tu vois, non, on est là, à 17, 18 ans, quand t'es à la brasserie, c'est prendre de la bière, tu prends de la bière. Là, genre, j'ai dit, écoute, moi, si tu veux m'asseoir dans ton band, c'est pas trop, regarde. Il dit, bon, ouais, mais il dit, t'as une jambe dans la plage. Non, non, regarde. J'ai dit, je te demande pas d'engagement. Tu veux-tu juste me tester pour le fun? Ah, il dit, c'est correct. Il dit, viens me voir dimanche prochain. Il dit, là, j'appelle mon chum, qui reste en haut de chez nous, ben, qui est le locataire de mes parents. Je dis, hey, Raymond, je peux-tu prendre ton drum? J'ai peut-être la possibilité d'aller dans les balles. Il dit, ça, je prends les autant avec. Il dit, ton père est beau partir avec. Il est dans le sol, je vous, prenez les balais. Fait qu'on a monté chez le gars en question. Ah, imagine-toi, je me garochais à terre pour monter mes cymbales. J'étais pas capable de me mettre à genoux, hein. Là, le gang était là. Un gars aveugle avec une jambe en moins. Mais qu'est-ce qui nous emmène là, le tweet? Ça a juste pas d'allure. Regardez, gars, finalement, là, mon père, lui, il regarde ça, pis il se peut plus, parce qu'il m'aide un peu, mais en même temps, il m'aide pas trop. Il arrange que t'es trop. Ah oui, pis, tu sais. Mais il se marre comme faut, en même temps. Il a du fun de les voir aller, puis il dit, c'était de les voir les visages, c'était juste trop drôle. Ouais, il était... La fille qui osait pas rien dire, puis le guitariste, mais qui disait strictement rien, c'était comme, bonjour. C'était comme, hey, c'est-tu une comédie? Tu sais, je pense qu'il y aurait eu des caméras sur ouais, c'est ça, il y avait-tu une caméra cachée? Ben, je pense qu'en tout cas, fait que là, on s'installe, fait que là, le guitariste, il dit, on va jouer, je pense que c'est à Monsieur Cannibal. On va dire, c'est une-là. J'ai dit, faites-vous en l'air, en sol, en fer, vous la faites en quoi? Le guitariste, il regarde le gars qui jouait de là, il fait comme, c'est qui ça? C'est parce qu'il dit, moi, je les sais, là, mais je les sais pas comme ça, là. En tout cas, fait que finalement, bref, ils m'ont accepté dans le band. Mais c'était juste une anecdote que je voulais dire. OK, mais t'as réussi quand même à te débrouiller avec ta patte dans le plâtre, là, puis... Ah ouais, mais ça, j'aurais pu me faire très mal, hein. J'aurais pu me scraper une jambe, je l'ai appris par après. J'avais un plâtre au genou, mais imagine-toi, je faisais des cymbales à pied de même, c'était dangereux. Les gars, ils ont dit, t'aurais pu te recasser, là. T'as pris un risque sans le savoir. J'ai pris un risque d'ado, tu sais, insolent, puis, okay. En plus, c'était payant, c'était le fun. Fait que tout ça pour te dire qu'après, ben, j'ai quitté mon band, puis j'ai pris la décision de revenir à Montréal. Ma mère aurait beaucoup apprécié que je reste pas loin d'elle à Québec, ce que j'ai refusé catégoriquement, parce qu'elle et moi, c'est un conflit permanent. Alors, j'ai refusé de rester chez ma mère. Ben, pas chez ma mère, mais à Québec, parce qu'elle aurait tellement aimé ça que je me prenais un petit logement là. Elle arrêtait pas loin de son petit gars, elle aurait pu le contrôler. Son petit gars, il a fait, bye bye, m'en va à Montréal, moi. Ma mère a essayé de me contrôler, c'était une petite vite, ma mère. Moi, j'avais une sœur à Montréal, dans le quartier Villeray, sur la rue Saint-Gérard, la plus vieille des filles. Elle dit, elle dit, tu sais, t'as pas d'argent, puis elle dit, nous autres, on peut pas te payer des gros loyers pis tout. Fait qu'elle dit, je vais voir avec ta sœur, si elle peut te garder. OK. Fait que j'ai été resté chez la plus vieille des filles pendant 9 mois, je te dirais. OK. Puis après ça, c'était, non, mais, moi, j'avais bien dit, je m'en vais chez vous, là, mais regarde, c'est une chambre que je loue, je veux pas, tu gères ma vie. Mais c'était comme plus fort qu'elle, elle m'a donné. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, je suis arrivé à côté d'elle, j'ai dit, hey, la sœur, je me suis trouvé un logement. Quoi? Je me suis trouvé un logement, c'est de même, ça se passe. Je me suis en allé à peu près 400 maisons de chez elle, mais moi, je restais plus avec elle. Ouais. Elle le faisait pas par méchanceté, mais c'était comme. Ben non. Fait que je suis revenu à Montréal, mon métro, retrouver mes amis, puis tout ça, mon amour d'adolescence, en tout cas. Hey, on peut-tu parler? Non, on va pas dans ça. On veut pas de nom. Mais non, pas un nom. Non, mais j'avais eu un amour d'adolescence, moi. Non, mais je veux dire, c'est comment cruiser, là, quand on voit pas. Ah, OK, c'est là que tu voulais en dire. Ouais. Ben, je sais pas, Ben non, j'avais connu une fille à Nazareth-Lebrun, moi, pis, gars, une non-voyante. Elle était gentille, bonne semi-voyante. OK. On ira pas plus loin, mais, parce que tout le monde se connaît. Oui. Mais, bref, c'est ça, fait que j'ai fait un bout avec elle, puis ben, c'est ça, je la trouvais gentille, fait qu'on se parlait, puis finalement, ben, on était ensemble plus que 2 ans, mais quand je suis retourné à Victo, ben là, évidemment, à cause du band, puis elle a changé un peu de vie aussi, on l'a intégré, puis tout ça. Fait qu'on s'était comme perdu de vue, puis bon, ça aussi, ça me travaillait, effectivement. Parce que justement, vu que tu veux parler de causer, à Victo, j'ai pas eu grand causage là. Fait que c'est ça, tu reviens dans mon paradoxe, là. J'étais bien entouré, mais tout seul dans ma tête. Puis tout seul dans mes sentiments, puis tout seul. Puis ça, maman, elle n'avait rien à foutre. Ben, j'ai dit des fois, je m'ennuie, je me trouve pas de don. Ma maman, non, mais c'est pas important, gars, t'es content, là, pis t'es dans une job, pis t'as plein de monde qui t'appelle, pis qui t'emmène partout, qui te lise des livres. Maman, elle était tellement heureuse. C'est ça, mais il y avait quand même un manque, là. Ah ouais, non, très bien. Fait que tu vois, ça, c'est mon paradoxe pour revenir à Montréal. Fait que oui, comment on crouse? Ben, évidemment, aujourd'hui, c'est bien différent, j'imagine.
Mais comment on crouse? C'est sûr que nous autres, les contacts visuels, on les a pas. Fait que, faut se donner d'autres méthodes. Puis je sais pas si on s'en va de mieux en mieux là-dessus, je suis plus jeune. Fait que je ne sais plus. Je suis pas sûr. Parce que j'entends même parler qu'à ce temps, les gens, ils s'en vont dans les bars, puis là, ils se tapent sur le téléphone, puis là, ben, si ça va plus loin, ils vont se voir avec ben, toi. Si c'est ça creuser pour un aveugle, oublie ça, là. C'est encore pire que... Ben, c'est encore pire que ce que c'était dans notre temps. On essayait d'aller dans un club, puis on espérait que quelqu'un allait nous parler. On se ramassait bien souvent que c'était quelqu'un d'une religion quelconque ou n'importe quoi, mais bon. Mais on essayait. C'était correct. Mais c'était pas facile. Ça n'a jamais été facile, la crouse. Ça, on pourrait en faire une émission si tu veux, pas trop. On pourrait en parler plusieurs ensemble puis se mettre là-dessus. Mais... Ah, tu vois, on parlait de thématique avant le début de l'émission, là. Ouais, ben t'en as une. Ben effectivement. T'en as une. Cruiser, c'était pas simple. Puis, Fait que c'est ça. Fait que je suis revenu à Montréal. J'ai fait mon bac en sociaux et c'est là que j'ai retrouvé Fernand, d'ailleurs, carrément par hasard. Parce que j'avais aucune idée où il était. Lui, je m'en rappelais un peu, mais plus ou moins, parce qu'il était plus vieux. Fernand, Jean-Claude Richard, t'étais un petit peu plus vieux. Ben, 1 an de plus. Ouais, mais ils ont fait quand même des études plus hautes. Okay. Richard Beausoleil, puis Fernand, puis Jean-Claude, ils étaient dans la même classe. Charles Lavigne était un petit peu plus vieux. C'était tout du monde que je connaissais, mais il était plus vieux. Fait que ça, je savais pas trop. Mais par hasard, dans un de mes cours de sociaux, ben, je rencontre Fernand, puis il vient me parler. Donc là, ça a été déjà là pour moi une joie inespérée, dans le sens que je m'attendais... en tout cas, lui, je m'attendais vraiment pas. OK. Alors, ben là, c'est là. Puis j'ai retissé des liens avec plein de monde, là, au fil du temps. J'en ai retrouvé des numéros d'une telle. Puis là, ben, tout là. Comme tu disais tantôt, c'est un petit milieu un peu noyauté. C'est que quand t'en trouves un, t'arrives à t'en trouver d'autres. Puis fait que j'ai fait mon bac en sociaux. J'avais aimé ça, mais là, je me disais, bon, sociaux, à part que de faire des sondages, puis de la méthode de recherche, puis ça, comme je te dis, je suis toujours pogné avec mes paradoxes. Moi, j'ai dit, non, tiens, je vais aller en administration. Les gens de la gauche me trouvaient de traître, mais bon, c'est correct, ils ont le droit. Fait que j'ai fait un bac par cumul en administration. OK. Mais là, comme je te dis, tout est à faire, hein. Il n'y a pas de livre déjà de fait. T'écris à la tablette au poinçon. Pendant le break, je pognais le poinçon, puis je m'enlevais la boule d'eau que j'avais dans le milieu du doigt. Oui, parce que c'est pas long que à force de clic, mais là. oui, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Ouais. Puis c'était complexe. Aller à l'école, mais en même temps, c'était un bon défi. L'intégration n'était pas si simple que ça parce que tout était à faire. Mais en même temps, tout était à faire, fait qu'on pouvait user de créativité. Fait que c'est ça. J'ai fait ça. En 89, j'ai été travailler au RAC, section Montréal, le regroupement des aveugles amblyopes du Québec, section Montréal, qui est rendu le RAM maintenant. J'ai fait 2 ans, puis c'est là que j'ai commencé un petit peu à faire de la défense des droits, commencé à travailler avec les élus municipaux, des choses comme ça. Ouais, ben c'est arrivé, le RAC, on peut-tu dire que c'est arrivé un peu par hasard ou... Oui, ben j'étais au CA, puis quelqu'un m'avait demandé, on aimerait ça avoir des gens des universités dans le CA, puis j'avais décidé d'y aller. Puis là, ben, il avait ouvert un poste. Ronald avait ouvert un poste. Puis j'ai dit, je peux bien essayer. Là, j'avais fini mes 2 bacs. Et j'avais pas encore trop de travail. J'ai dit, bon, là, les affaires se compliquent. Moi, toujours d'accorder des pianos, là. Mais en même temps, ça m'aurait pas dérangé, mais. Fait que c'est ça. J'ai été travailler avec Ronald 2 ans. Puis là, ben, je suis reparti. Je suis allé travailler à Visual d'un bout de temps, ce qui s'appelle Humanware. Ah, t'as travaillé chez Visual? J'ai fait des recherches sur, les besoins des gens en matière d'adaptation. On savait que tout était à faire, mais il avait sorti des affaires qui s'appelaient Iris, qui est un espèce d'open book du temps, dans DOS, tout ça. Fait que je me suis beaucoup spécialisé dans les affaires braille, dans les affaires DOS. Une fois que la recherche a été finie, ben, j'ai peut-être été un peu mal encadré. Bref, ils m'ont pas gardé. Ça a été, je te dirais, un des échecs de ma vie, ça. Un échec. Ouais, non, j'aurais beaucoup aimé rester chez Humanware. Ça, j'aimais ça. C'était de l'informatique, c'était de la nouveauté, c'était du développage. J'aimais beaucoup. Mais bon. J'ai pas été accepté dans les rangs. Bon. Fait que je suis parti. Fait que là, ben, je suis retourné à l'école. Je dis, bon, moi, je fais quoi de ma vie? Fait que là, j'ai fait un certificat en immobilier que j'ai pas fini pas en tout. J'ai laissé tomber ça, parce que là, je suis à banque agent immobilier, ben, Ouais. Mais, comme je te dis, on essayait toutes sortes d'affaires, on savait pas trop. Fait que là, c'est ça, j'ai travaillé pour des petites places. Il y a une affaire qui s'appelait Junisport, qui faisait la promotion du sport à Montréal. J'avais réussi à passer des diplômes d'animateur de la ville de Montréal. C'était des défis de fun. Puis en 95, je suis retourné travailler au RAM, là, qui s'appelait vraiment le RAM à l'époque. Là, c'était sur la rue Berry, mais... au 3740. Où il y avait le RAC. Exact. Parce qu'il y avait Raymond de Web, puis le centre des santé et services sociaux, là, le gros centre régional, là. OK. Raymond de Web était là, le RAC, le RAM.
bon, t'avais une garderie, t'avais une affaire pour les personnes qui ont des sciences de parrainage civique. En tout cas, il y avait plein d'affaires. Grand frère, grande sœur, étaient tout dessus. Ou ce qui était encore, il y a jadis, même pas un an. Hein. Oui, effectivement. Donc, j'ai commencé à travailler là parce que quand j'avais travaillé au RAC dans les années 89, 10, 11, j'avais commencé à entendre parler des bebelles qu'on entend à la radio, les télématchs. Puis ces bebelles de même là. Les systèmes de rencontre. Oui, exact. Puis là, j'avais dit, faut que je trouve le moyen, parce qu'à l'époque, on faisait du Publifone. Ben, ça s'appelait pas le Publifone, mais on pognait 2-3 répondeurs, on en mettait un par ligne. On disait, ben, ça c'est Richard qui avait commencé ça. Il était au-dessus de commencer les projets, lui. Je pense que Pascal en a fait un bout aussi, mais il avait monté des projets, puis il lisait des circulaires. D'abord, c'était comme l'écho du RAM, qui s'appelait pas comme ça, là, mais le rack en vrac, je pense. Oui, c'est qu'il y avait des répondeurs. Oui, ça, on faisait ça sur des répondeurs. Fait que moi, j'avais déjà commencé à faire le rack en vrac, 89, 90, 91, avec ma conjointe de l'époque. Puis, je faisais des entrevues avec elle, sur différentes affaires. Et on parlait de deux dans un répondeur conventionnel. C'était quand même pas rien. En tout cas, moi, je trouve qu'on était au-dessus de faire ça. Puis, c'est ça. Fait qu'on travaillait là-dessus. Puis, j'avais entendu, moi, ces systèmes-là, là, il y avait 3, 3, 3, 8, 9, 10. Ça, c'est un bonhomme que une personne aveugle qui est décédée le connaissait. Puis, il m'avait mis en contact avec lui, le gars qui avait le circuit 8, 9, 10. J'avais dit que lui, j'écoute, un système comme le tien, on pourrait-tu utiliser ça pour publier des affaires? Je sais pas comment, mais si t'es capable de mettre un infini boîte de monde qui disent bonjour, je m'appelle Martin, je mesure telle grandeur, on peut-tu dire bonjour, bienvenue au circulaire métro, on peut faire ça? Là, il dit, bah ouais, mais tu sais, lui, il était pas vraiment intéressé, mais il m'avait dit, ben écoute, ça se peut, puis j'avais joué beaucoup dans son système. Puis suite à ça, dans les années 92, 13, 14, Pascal et Richard avait toujours eu une vision d'avenir. C'est un gars assez exceptionnel, ce bonhomme-là. Ben, on va le recevoir d'ailleurs après. Ah ouais, non, vous allez entendre plein de choses. Un bonhomme qui avait toute une vision d'avenir, puis il voulait toujours essayer des nouvelles affaires. Et Richard, moi, en tout cas, s'il y a quelque chose, ça a été, avec lui, j'ai vraiment pu créer ce que j'ai voulu. Richard était toujours là pour backer, puis c'était rare qu'il disait non. Moi, quand tu y arrivais avec une idée bien argumentée, un projet bien monté, il voulait aller de l'avant. Fait que, lui, il avait commencé à monter, ce qui s'est appelé le Publifone, finalement. Le Publifone. Le Publifone avec Pascal, puis tout ça. Ils ont commencé à monter ça, parce que s'ils avaient parti ça pour Publisac. Puis c'est là qu'ils ont commencé, le rack en vrac. Je sais pas, après ça, je pense que ça s'est appelé l'écho du RAM avant moi. Je sais plus trop, moi, comme je te dis des dates, je suis moins bon. Mais là, il a commencé à créer ça. Puis en 94, 95 en fait, il m'appelle, il dit, hey, t'as travaillé chez Humanware, puis t'as fait de l'informatique, puis il m'appelle pour jaser une main. Je m'en vais le voir au bureau, prends un café avec. Pas on jase comme on jase. Là. Maintenant, il me dit, hey, j'ai eu vous dire que t'avais déjà commencé à travailler, toi, sur des systèmes de diffusion d'informations ben c'est ça, pour diffuser des affaires. Ben, il dit, nous autres, on en a créé un. J'ai dit, ouais, je suis au courant. Mais il dit, toi, t'es un peu dans ça sans y être. J'ai dit, là, pourquoi tu me dis ça, tu sais? Ben, il dit, ça te tenterait-tu de t'en occuper? Pas trop, moi, regarde. Pas trop. Comment je pourrais faire pour t'aider? Pas trop. Fait que j'avais eu une job d'été où fallait que je m'occupe du Publifone. Ben, premièrement, c'est ça, travailler à le faire grandir. Puis après, je m'occupais aussi avec lui de recommencer à faire des contacts avec des gens de la ville pour essayer de voir comment on pourrait faire un centre communautaire. Ah, tout est parti de... Ça avait été ma job d'été. OK. Fait que, finalement, ben c'est ça, la job d'été est finie. Fait que Richard, il me dit, ben tu sais, on n'a pas de sous pis tout ça, je peux pas te garder. C'est Richard, c'est pas grave, là, tu peux pas me garder. Il dit, écoute, il dit, si j'ai besoin pour toi, pour le pacte informatique de la place, ça te tente-tu? Il savait que j'aimais les ordi pis tout. J'ai dit, moi, Richard, tant que tu me donnes des affaires pis c'est pas de la défense des droits, pas de trop. J'ai dit, va venir t'es faire, pas de problème. Fait que bon, je m'occupais un petit peu du Publifone des fois, même l'automne. Puis finalement, l'hiver, il m'avait embauché officiellement. Donc, en janvier 96, et là, je suis retourné, puis j'ai poursuivi le développement du Publifone. Marco Dubreuil avait commencé le SAB que j'ai repris. Fait que j'avais le Publifone puis le SAB. Puis en même temps, Richard commençait à me donner des petits dossiers de défense des droits. Il venait à bout de m'en faire passer quelques-uns que j'aimais, c'est que ça marchait. C'était correct. Finalement, il a développé quelque chose en moi que je savais pas. Parce que je voulais vraiment pas faire ça. J'avais fait ça 2 ans, j'avais pas aimé ça.
Vraiment? Finalement, j'avais fini par aimer ça tout en m'occupant de mon Publifone. Et c'est là que, mesdames et messieurs, que j'ai connu Martin Chouinard. Oui. Parce que M. Chouinard, moi, probablement, je savais même pas qu'il voyait pas. J'ai su à un moment donné, en tout cas, qu'il avait des problèmes de vue, je savais même pas. Il m'appelle un jour, parce que moi, je cherchais des bénévoles. Parce que dans les années 2000, là, 18, 19, 2000, là, 98, 99, 2000, on était rendu à 370 rubriques, là. On avait les journaux, on avait les circulaires, on avait à la gare, il y en avait du stock, là. Du Canadien Tire, du Rona, du Renault Dépôt, mettez-en, il y en avait. Il y avait même des journaux alternatifs, là, voir ici, tout était là. En tout cas, peut-être pas tout. En tout cas, il y en avait, en tabac. Et M. Chouinard était devenu lecteur de l'horoscope, mesdames, messieurs. Ben oui, pour ceux qui... Alors, ceux qui le savent pas, puis ceux qui s'en souviennent. c'était notre Jojo Savard, on va dire le même. Mais non, c'était pas Jojo Savard, il faisait juste lire, lui. Il l'interprétait pas. On aurait dû demander. Et d'ailleurs, t'as même lu une partie de la rubrique cinéma avec une fille qui s'appelait Luce. Oui. Ça, je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me souviens de Luce. Mais je sais pas pourquoi, mais tout ce temps-là, je savais pas. Puis un jour, moi, j'avais dit à Richard, j'ai dit, ça serait le fun que nos membres, pas juste des bénévoles, mais que nos membres deviennent des bénévoles. Puis il me disait ça, ben, il dit, Martin, il dit, c'en est un. Genre, ouais. Je l'avais rencontré, putain, il a passé une entrevue avec, ça. Ça m'avait jamais passé à l'esprit qu'il était semi-voyant. Mais en tout cas, bref, il faisait le travail. Moi, j'étais tellement content quand j'avais su ça. Fait que Martin était avec nous 2, 3 ans, je pense. Puis moi, je savais pas que Serge savait pas. Parce que moi, j'étais arrivé au RAM. C'était Virginie Leclerc, hein, je crois, qui était là. Oui, c'était Virginie en 95. Qui nous avait présenté. Puis, tu sais, on sent jamais le besoin de dire, ben, je suis non-voyant. Ben, non, moi non plus. Ben, moi, j'étais évident. C'était pas si, tu sais, pour moi, c'était pas plus évident que c'est, mais en tout cas, moi, je le savais, mais je suis étonné que toi, tu le savais pas. Mais, bref. C'est ça, donc, ben c'est ça, t'as lu avec nous autres 2-3 ans. Oui, puis il y en a eu des parties de bénévoles des fois, hein, parce que on y était invités. Des soirées de bénévoles, de membres. C'est là que le centre ouvert, ben justement. Oui. Au mois de novembre 2017, en fait, on est au 20e, on vient de dépasser le 20e, là, on est en décembre, mais oui, il y a eu des moments mémorables au centre. Il y a eu des grosses fêtes, des gros événements. On a fait des grosses choses. Puis aussi, même au niveau du Publifone, comme quand je parlais, je te disais que Richard, c'est un gars de vision d'avenir. Il m'avait même envoyé en Californie parce que ce qu'on voulait faire, c'était un navigateur dans Internet qui serait utilisable par téléphone. Et ça commençait à se parler, ça, c'était en 99. Et ça a été tout, en tout cas, finalement, ça aurait coûté des sous, pas des millions, mais pas loin, là. On l'avait pas fait, mais on avait la vision de le faire. C'est pour ça que quand je dis, il était vraiment un gars d'avenir, puis tu lui proposais des affaires, puis il voulait qu'on essaye. Fait que Richard, on avait développé le centre, ben, ils ont développé le centre, moi, j'étais un petit peu dans ça aussi, mais encore là, ça s'est rendu assez loin, là. Hey, des gros parties, comme tu dis, de bénévoles qui finissent tard, puis des soirées de 75-80 personnes, c'était pas rare, là. Tu sais, on parlait, avant de commencer l'entrevue, des activités en général, tu sais, dans les clubs de loisirs aussi. Maintenant, on est plus avec des problèmes qu'on sait pas si l'activité va avoir lieu parce qu'il n'y a pas assez de monde. Dans ce temps-là, c'était, on va-tu avoir de la place pour tout le monde? Ben, exact. Puis moi, ce que j'ai toujours dit, ce qui était la particularité qu'on vendait, on va dire le mot comme ça, au RAM, c'est-à-dire, ben, chez vous, c'est chez nous, c'est-à-dire que, ou chez vous, c'est, tu sais, chez nous, c'est chez vous, c'est-à-dire que les gens venaient au centre et se sentaient chez eux. C'était un endroit où on pouvait faire des activités, les gens savaient, ben, ils savaient ce qui était la salle de bain, ils savaient ce qui était le bar, ils savaient, les gens pouvaient être autonomes. Et moi, je pense qu'en ce sens-là, on a eu une grande perte en perdant ça. Personnellement, je trouve aussi une grande perte. Parce que les gens on adorait faire des soirées là, parce que tout le monde était autonome. Tu voulais aller chercher une bière, tu savais où était le bar, tu voulais aller à la salle de bain, tu voulais aller fumer dehors, tu savais. Les gens avaient tout appris, c'était comme leur maison, je dirais. C'était leur place. C'est pour ça que je disais ça. Chez vous, c'est chez nous. Moi, je disais ça, c'est comme... c'est ça. Puis, comme tu dis, ben là, maintenant, je sais plus trop au niveau des clubs. Moi, j'ai une vision très sombre de ce qui s'en vient, parce que je sais pas. Je pense que les jeunes s'impliquent de moins en moins dans les clubs parce qu'ils ont plus d'intérêt. Puis eux autres, ben, ils ont peut-être pas l'intérêt qu'on avait. Comme je te dis, ils ont été inclus dans leur famille. C'est bien beau. Dans leur famille, dans leurs écoles. Mais ils font quoi quand ils sont plus grands? C'est le fun de parler avec un autre qui réussit à faire marcher son iPhone, puis ou qui a découvert un truc que toi tu connais pas. Nous autres, moi, je pense qu'on avait cette richesse-là. On a eu des faiblesses, comme je dis. C'est pas tout bon. Loin de là. Mais moi, je persiste à dire qu'on a eu un milieu qui s'enrichissait entre nous autres.
Ouais, il y avait des petites chicanes, là, des bebelles, là, là, on en a eu comme partout ailleurs. Mais moi, je continuerai de dire que c'est un milieu enrichissant pour tout le monde. Un apprenait un truc à l'autre, l'autre apprenait des trucs à l'autre. Fait que tout ça pour te dire que oui, le centre pour moi, ça a été la maison. Comme dirait Fernand, c'est la maison des aveugles. Je suis pas sûr que je vais jusque-là, mais pour moi, c'était ça. Fait que oui, des parties comme ça, on en faisait. De tous les genres. Puis comme tu dis, on savait plus où mettre le monde, parce que, puis on pouvait en faire plusieurs dans une année. Ah oui, ah ben oui. C'est autre chose. Les jeunes ne suivent pas, les gens vieillissent. Tu sais, on a perdu beaucoup de gens. Là. Perdu énormément de gens. Quand même. Puis on s'en va vieillissant, on va en perdre d'autres. Tu sais, je me rappelle des dernières retrouvailles en 2011. Je sais pas s'il y en a un autre qui va oser l'organiser, mais ce serait le fun. Une espèce de conventum, parce qu'après ça, là, on va en perdre encore beaucoup. On a déjà pensé la dernière année, toutes les gens qui ont perdu, par exemple, juste au centre, puis dans les clubs, là. Ah oui, au début de 2017, là. Ouais, on a parti beaucoup, là. Hey, c'est fou. Tu sais, tu penses juste aux 2000 tu penses à Jean Sorel, tu penses à Madame Croteau, là, Cécile Croteau, tu penses à, tu sais, plein de monde, là, qui sont partis, là, puis là, il y en a plein que j'oublie, là. Puis des jeunes aussi à travers de ça, ben, là. Les 2000 c'était pas très vieux. Effectivement, 42 ans. 42, 43, non. Hein? Fait que, tu sais, tout ça pour te dire que oui, ça change. Puis je sais pas ce qui va arriver avec les clubs, parce que les clubs aujourd'hui, si on va dans les restos, ben moi, c'est le fun. J'haïs pas quand on va faire une sortie, voir des abeilles, voir je sais pas quoi, tu vas arrêter ton resto. Je sais pas. Une fête de X, Y, Z dans un resto, non, je peux appeler mes amis puis elle est rendue là. Pour moi, c'était pas ça le but. Le but, c'était de se retrouver une place où on peut se sentir un petit peu chez nous. Mais bon, c'est autre chose. Tout ça pour te dire que j'ai fait les soirées de Noël du RAM de 2000... Non, même pas. 95 à 2012, 13. Les dernières qui ont eu lieu, je les ai faites aussi. Fait que j'ai fait beaucoup de soirées, de bénévoles, de ci, de ça. Ça a été vraiment le fun. Parce que j'en voyais, bon, d'une part, ma gang, puis c'était le fun. C'était bien plein. Fait que j'ai été au RAM jusqu'en 2010. Et là, on va faire la pause. On va faire les petits messages. Puis après la pause, de toute façon, on va en reparler. Parce que les parties de Noël, vu qu'on s'en va vers ça là pour cette année, hein, c'est quand même quelque chose. C'est quand même des beaux moments. C'est des beaux moments. Mais toi puis moi, on est nostalgique. Hein, des fois, c'est. Ah oui. J'ai un petit côté nostalgique profond. Ouais. Ah oui, puis moi aussi. On va faire la pause, puis il y a encore plein de choses que je veux parler avec toi, Serge, de toute façon. Ben, c'est un plaisir, on continue après la pause. C'est ça, exactement. Tout à fait. Avec notre invité qui est Serge Poulain, ai-je besoin de vous le redire? Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tirer. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, c'est notre dernier rendez-vous en 2017, car nous allons prendre une petite pause pour la période des fêtes, nous permettre à tous de se reposer et vous permettre aussi de peut-être écouter ou réécouter certaines entrevues, soit les entrevues que vous n'avez pas eu le temps d'écouter ou celles que vous aimeriez réécouter. Car, je vous le rappelle, toutes les entrevues de Connaissez-vous depuis le 3 mars 2017 sont encore accessibles. Elles le sont sur YouTube et elles le sont aussi sur mon site Internet, dont on donne l'adresse à chaque émission. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que on va prendre, dans le fond, une pause le 22 décembre et le 29 décembre, il n'y aura pas d'émission, ainsi que le 5 janvier. Donc, nous serons de retour le vendredi 12 janvier 2018. Donc, pendant ces 3 semaines, moi, ce que je vous propose, comme je viens de vous le dire, toutes les émissions sont encore accessibles, mais je vais vous énumérer les émissions qui ont été diffusées en septembre et en octobre, et pour juste vous les mémoriser. Donc, notre émission 19, c'était notre émission avec Éric Sirois.
un Abitibien, bon, qui a fait une tentative de suicide, c'est comme ça qu'il a perdu la vue. Nous avons eu la toute jeune Catherine Hood, qui est étudiante en droit. Nous avons eu aussi Monsieur Gérard Cessire, le président directeur général de la compagnie Point par Point, qui a perdu la vue à cause d'une explosion de dynamite. Nous avons eu aussi Anne-Marie Grondin, qui est la metteur en scène de la troupe de théâtre L'Arboretum, pièce de théâtre dans laquelle il y a des voyants ainsi que des non-voyants. Ça, c'était l'émission 22. Nous avons eu aussi par la suite, bien sûr, l'émission 23 avec Denis Harting qui nous a raconté beaucoup de péripéties par rapport à au fait qu'il travaillait dans le métro et dans les rues de Montréal comme musicien-chanteur. Nous avons eu également l'émission numéro 24 avec Alexandre Groux-Chevary qui fait des études pour devenir vendeur en voyage. Nous avons eu l'émission 25 avec Jeanne-Mance Dubé qui nous a raconté un peu, bon, comment elle a perdu la vue lors d'un accident de voiture, que, bon, elle a eu des enfants, bon, en fond, elle nous a raconté comment elle s'est remise de cet accident épouvantable. L'émission numéro 26 avec Madame Francine Boulet, qui travaille à la BANQ, au Service québécois du livre adapté plus précisément, et notre dernière émission du mois d'octobre, qui était l'émission numéro 27, avec Damien Gramont, un jeune lui aussi, et qui est travailleur, qui est intervenant social à INCA. Donc, je vous le redis encore et toujours, avec un petit peu de recherche, vous pouvez trouver toutes les émissions que vous voulez écouter ou réécouter, et je vous invite encore, peut-être que pendant le temps des fêtes, ça peut être une bonne période pour vous, de parler du projet, de parler des émissions, de partager les liens, de partager vos opinions, et d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent, qui voudraient participer, bien c'est possible de communiquer avec moi, de vous soumettre votre intérêt, de me soumettre votre intérêt, et moi je vais commencer déjà là à prendre des noms pour les dernières émissions du printemps et possiblement une autre saison de Connaissez-vous. Maintenant, on passe au tirage que je vous avais mentionné il y a quelques semaines. Je faisais tirer une boîte de noix de luxe que j'ai achetée au Conseil canadien des aveugles de Longueuil. Bon, vous aviez jusqu'au dimanche 10 décembre pour participer à ce tout petit concours de rien. Mais bon, ce sera peut-être le premier d'une série dans le fond. Et le tirage a été effectué. Et d'ailleurs, grâce à un logiciel qui m'a généré le nom parmi les personnes inscrites. Et le nom de la personne gagnante est Monsieur Éric Siroir. Félicitations à notre gagnant. Oh mon Dieu, les feux d'artifice en arrière. Mon Dieu, arrêtez ça. On n'a pas le budget pour ça. Et là, bon, mais félicitations à Éric Sirois, ça tombe bien d'un sens que ce soit lui le gagnant. C'était notre premier invité de la saison d'automne. Donc, sur ce, félicitations à Monsieur Sirois et meilleure chance aux autres personnes qui s'étaient inscrites. Et merci de l'avoir fait d'ailleurs en aussi grand nombre, et à une prochaine pour un autre concours. Et moi, bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année 2018, la santé, l'amour, du travail, du repos pour ceux qui ont trop de travail, sait-on jamais. Et je vous invite à nous revenir pour Connaissez-vous le vendredi 12 janvier 2018, car il faut s'habituer aussi à dire 2018.
Donc, encore une fois, joyeuses fêtes à tous et en janvier. À notre prochaine émission! Le 12 janvier 2018, Monsieur Gérald Miller. Voici une petite anecdote concernant la langue française, mais qui touche également les chiens guides. À l'époque, on pouvait aller à divers endroits aux États-Unis, mais les gens que je connaissais, moi, allaient à Guide Dog Foundation, Long Island, New York. Fait que c'est là où je suis allé pour mon premier chien. Donc forcément un chien anglophone. Il parlait pas beaucoup. Mais il entendait. Oui. C'est au moins ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'avais un chien qui comprenait des mots anglais. Entendu que les chiens comprennent pas le sens de la langue, là. Faut s'entendre. C'est sûr. Ils ont pas de doctorat en philosophie, là. Et donc, j'avais des chiens qui comprenaient des mots en anglais. Mais moi, les nouveaux mots, je me disais, pourquoi est-ce que je lui montre pas en français ce que j'ai fait? Alors, ça faisait des chiens bilingues. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Serge Poulain et avant la pause, on s'apprêtait à parler de quand tu es parti du RAM, je crois. Mais tu disais, t'avais des réticences, t'aimais pas plus que ça la défense de droit, mais reste quand même que pendant plusieurs années au RAM, c'est ça que t'as fait. Oui, parce que j'ai trouvé goût à ça. J'ai été stimulé dans ça. Premièrement, j'ai travaillé sur un dossier qui était quasiment impossible à gagner, mais que j'ai quand même eu énormément de plaisir à défendre, c'est la coalition contre le virage à droite sur feu rouge. Ça, j'ai fait beaucoup d'entrevues médiatiques, beaucoup de mémoires, Alors ça a été une chose qui me tentait. De travailler avec les gens de la ville, ça me tentait aussi. Et je m'étais trouvé un créneau, c'est-à-dire tout l'aménagement urbain et tout le transport. OK, ça venait de chercher. On dirait que, je sais pas, de me faire rencontrer ces gens-là, là, les frères Charles me disaient, tu peux y aller pour moi, puis à un moment donné, ils me disaient, toi, les bébelles qui a des roues pis qui a des moteurs, t'aimes bien ça. Fait que, en tout cas, bref, finalement, il avait raison. Puis c'est ça. Donc, tout ce qui est transport, aménagement urbain, aménagement de bâtiments, aménagement des communications, j'adorais ça. Fait que finalement, écoute, je m'en suis fait une forme de créneau avec le temps. Que si tu veux, le Publifund, c'est autre chose. On n'est plus là. Puis je suis parti du RAM de toute façon. Et je suis retourné au regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain, qui a changé de nom maintenant. Ça s'appelle Défi Montréal. Et, c'est ça. J'ai fait un peu les mêmes dossiers, mais plus avec l'ensemble des limitations. C'est ça, là. Je trouve ça intéressant, moi, de travailler à plusieurs limitations. Parce que l'accessibilité universelle, ça m'embarquer là-dedans, mais ça touche tout le monde. Donc, toutes les limitations. Fait que c'était de trouver des solutions. Moi, ce qui m'intéressait, oui, la défense des droits m'intéressait, mais c'était aussi de comment on va trouver des solutions ensemble. Je pense que c'est cet aspect de la défense des droits qui m'a séduit. C'est-à-dire, on a fait les recherches sur les tuiles avertissantes. Moi, j'ai tout travaillé là-dedans, les tuiles qu'il y a sur le bord du métro, là. Oui. J'ai travaillé ça avec la gang de mobilité. Les feux sonores, c'est moi qui ai créé le feu sonore qui est à Montréal. Tu sais, j'étais vraiment là, moi, j'appelle ça de la brique puis le béton, là. T'étais sur le terrain, là. Exact. Fait que moi, j'étais pas, oui, en défense de droit, mais en recherche de solutions, puis en création de façon de rendre les choses accessibles. Alors, je pense que c'est ça qui me séduisait, finalement. OK. Fait que moi, tout ce qui se créait de nouveau, j'aimais bien ça le voir. T'sais, je te parlais tantôt de ce qu'on essayait de faire avec le Publifund, de faire un navigateur par téléphone. Bon, ça s'est jamais fait, parce que ça aurait pris beaucoup plus de sous, mais, tu sais, toutes ces nouvelles affaires-là, d'innover, j'aimais beaucoup ça. Okay. J'ai toujours aimé développer. Alors, c'est en ce sens-là, je pense, que la défense des droits m'a intéressé. Évidemment, pour défendre les droits des personnes, c'est sûr, mais via l'innovation, oui, on dit que ce besoin-là n'est pas comblé, mais moi, c'était de chercher comment on peut faire ça. J'étais pas le grand politicien. C'est pas ma force. Okay. Je le fais, mais c'est pas là où je suis. Je suis plus dans qu'est-ce que je peux créer, innover pour répondre aux besoins des personnes. Je suis plus dans ça. OK. Et là, quand t'es parti du RAM, tu réponds pas si tu veux pas. Moi, je m'en rappelle pas. C'était-tu plus comme par défi, changer de milieu un peu, élargir un peu le... Moi, je te dirais qu'il y avait des deux. Il y avait, c'est ça. Je pense qu'il y avait, en fait, aussi, c'est une opportunité carrément. C'est quelqu'un qui m'a proposé ce poste-là de directeur adjoint. Puis dans ma tête, ça m'était même pas accessible. C'est carrément aussi, c'est arrivé par hasard. OK. J'ai été passé l'entrevue avec les gens du CA puis le directeur, puis ça marchait. Il y a eu ça aussi. Puis c'est drôle parce que, encore là, c'était un autre paradoxe de ma vie. J'étais content de partir, en même temps, j'étais nostalgique.
Parce que j'ai quand même, tu sais, moi, les membres du RAM, je les ai connus, là. Tu sais, ben oui, tu les as fréquentés. Je les ai fréquentés. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai le plaisir de les voir à une place ou à l'autre, c'est toujours pour moi intéressant. Moi, j'ai toujours resté près des membres du RAM, ça. Oui, puis toi, ça paraît que t'es content de voir les gens. Ah, moi, j'ai toujours adoré ça. Ça fait partie de moi. Je me force pas, là. C'est ça, c'est pas forcé. Pour moi, c'est là. J'ai ce besoin-là, au moins de rencontrer. Je te dis pas de m'affilier. Je suis pas de l'école des gens qui, faut que tu sois avec une telle personne parce que elle a une limitation visuelle. Non, ça, je suis pas là pantoute, là. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui c'est comme ça. Moi, je suis pas là. Par contre, cela dit, ça m'empêche pas quand je les rencontre, parce que je les ai fréquentés pendant des années, via, comme tu l'as dit, les différentes soirées, fêtes qu'on faisait, activités qu'on faisait, je les ai fréquentés. Fait que pour moi, c'est toujours un... Hey, ça veut pas dire que je vais aller chez eux tous les fins de semaine, mais c'est toujours un plaisir à tout le monde de les rencontrer et d'avoir des nouvelles. Mais je suis comme ça avec l'ensemble des gens. C'est pas juste des personnes aveugles. Moi, des fois, ma conjointe, elle me dit, toi, si les arbres pouvaient te répondre dehors, ils te répondraient. Des fois, elle arrive ici, elle me dit, comment ça, tu sais que la madame, elle s'appelle une telle? Je dis, gars, parce qu'elle m'a salué, puis j'ai parlé avec. Moi, j'ai ce don. Mon père était comme ça aussi. Moi, je suis une personne qui parle aux gens. Donc, qu'importe où je suis, tu vois, dans mon nouveau milieu, là, il y a plein de gens que je connais, puis je parle avec mes équipiers qui sont là depuis 4-5 ans, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la bâtisse? Comment ça, tu sais ça? Ben, on s'est salué, puis j'ai commencé à sociabiliser avec. Ben, c'est ça. Tu parles aux gens, tu t'intéresses aux gens. Fait que forcément, t'apprends des choses. C'est ça. Je suis un gars sociable comme ça. Limitation visuelle ou pas. Mais c'est sûr que les membres du RAM, ben, je suis devenu proche. Fait que oui, j'avais la nostalgie de les perdre. Il avait fait tout un beau numéro quand je suis parti, que j'avais trouvé absolument génial. J'ai été très touché de travailler là, puis je me suis toujours intéressé à ce qui se faisait. Puis pour moi, les membres seront toujours là. Mais j'avais décidé, comme tu dis, par défi aussi. Puis comme je travaillais déjà avec d'autres limitations, ben, j'ai dit, je vais essayer de le travailler autrement. Mais c'était moins terrain, c'était rendu plus politique. Fait que c'était correct. C'est un beau défi. Mais il y a des gens qui se sont demandé ce que j'avais fait là, puis pourquoi je l'avais fait. OK. Fait que je pense que je voulais aller voir si j'existais ailleurs. Puis j'aurais peut-être pas dû. Mais moi, je suis dans le jamais. J'aurais dû, j'aurais donc dû, je sais pas. Ça a été une belle expérience. Moins, ben, il est arrivé des événements aussi, tu sais, la perte du patron que j'avais, puis tout ça, qui est décédé. Puis il y a eu toutes sortes d'affaires. Fait que ça n'a pas été si le fun que je l'aurais imaginé donc. OK. C'était plus créatif pour moi au RAM. J'étais plus terrain, comme tu disais tantôt. C'est ça. Ouais. Et là, j'avais pas prévu ben, en tout cas, c'est sûr, on tombe dans une partie un peu plus plate parce que après ce projet-là, il y a eu un petit temps mort. Puis je trouvais ça important qu'on en parle aussi parce que, bon, forcément, des fois, de se retrouver devant rien ou à peu près rien, quand on voit pas, ça peut être stressant. Ben, quand on voit pas, puis quand on est de nature insécure, je te l'ai dit tantôt, je suis le plus grand insécure que la Terre a pas fait. En plus. Fait que, non, ça a été pour moi, la dernière année a été une espèce de trou noir, je te dirais. Je vais le dire comme ça, nul été de ma conjointe puis de peut-être d'autres gens qui étaient dans mon entourage. Quand je dis j'aurais fait des niaiseries, je dis pas que je me serais suicidé, c'est pas ce que je dis, mais j'aurais fait des drôles d'affaires comme vendre ma maison, n'importe quoi, ou je sais pas quoi, qui aurait pu être fâcheux pour moi longtemps. Mm-hmm. La dévalorisation, tu vois, moi je pensais, je disais, c'est cool, finalement, moi, t'as ma retraite, 55 ans, c'est le fun, on va faire ce que je veux. Je me suis rendu compte que oui, j'avais une insécurité financière hors du contrôle, mais il y a toute l'estime que tu perds aussi. Tu t'étais pas rendu à ta retraite, tout simplement. Tu sais, quand on a bien des sous, on peut penser que oui. Puis j'aurais fait ce que j'aurais voulu. Là, je faisais un peu ce que je voulais, mais tu sais, quand tu fais 75-80 d'envois de courriel, puis 100, puis 120, puis t'as 2-3 entrevues, à un moment donné, tu fais comme... Je suis aveugle, je suis une personne vieillissante, malheureusement, 55 ans, chercher des jobs, c'est pas tout le monde qui le veut. Non, ça a été un trou assez noir, je vais le dire comme ça. Plus la perte de 3 êtres chers dans l'année, on va le dire comme ça. Au moins 2, finalement. Ma mère est décédée, j'ai perdu mon amie Mélanie, qui était une grande amie, quand même. Ça n'a pas été une année facile, je te dirais comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça s'est quand même conclu. Là, ça fait pas hyper longtemps là que tu as commencé tes nouvelles fonctions. Non, maintenant, c'est ça. J'ai un poste de directeur général au regroupement des usagers du transport adapté accessible de l'île de Montréal, à la direction générale. Et tu vois, je suis revenu terrain un peu. Évidemment. C'est ça, là, je me disais. J'ai du politique, évidemment. Je suis un directeur, là, maintenant. Fait que c'est sûr qu'il faut que je joue des games plus politiques, mais
J'ai quand même un bout de terrain là, qui me revient. Aller jouer dans les autobus, dans les moteurs, dans les rames de métro, dans les systèmes d'affichage d'autobus, puis dans les GPS, puis avec mon équipe. Puis non, ça, pour moi, c'est un espèce de retour aux sources. D'ailleurs, je disais, moi, mon plus grand rêve, ce serait de finir ma carrière là pendant les 10 dernières années qui me restent. Parce que pour moi, le transport, ça a toujours été une bébelle que j'aimais. Fait que ce serait pour moi le couronnement de ma carrière, ça. C'est sûr que la défense des droits, je trouve ça de plus en plus lourd. Parce qu'elle est difficile à faire, elle se fait plus comme elle se faisait. C'est difficile de mobiliser les gens, faut trouver d'autres manières, faut trouver d'autres trucs. Puis en même temps, moi, je trouve qu'il faut pas laisser tomber la défense des droits. Il y a trop d'affaires qui vont pas. Puis auxquelles aussi il faut trouver des solutions. Il y a trop de besoins d'obstacles non comblés. Je trouve ça un petit peu ardu, mais en même temps, comme je te dis, j'ai l'aspect de terrain qui fait que que je peux user de créativité. Fait que oui, depuis le mois d'août, je suis retourné là. Fait que oui, c'est gratifiant pour moi. Bon, autant au niveau financier, mais au niveau professionnel aussi. Au niveau des gens que je fréquente. Parce que je suis retourné dans le milieu du transport. Donc, ben moi, en tout cas, il y a un moment fort de l'entrevue qu'on est en train de faire. C'est quand tu as parlé du métro. C'est que moi, je me dis 1 + 1 font 2, là. Le transport, le métro, l'accessibilité, hein. Ça fait que, je pense que oui, hein. Oui, ben, ça s'est tout imbriqué. C'est la partie du jeune qu'on nous montrait à utiliser. Puis quand j'ai commencé à découvrir que, dans le métro, j'étais capable de me promener sans personne. Hey, c'est le fun, ça. Quand tu découvres ça à 16-17 ans, 15, 16, 17 ans. Une grosse liberté. Je peux aller à la place d'Alexinéon tout seul, puis je suis capable de revenir tout seul. Non seulement je suis capable d'y aller, je suis capable de revenir. Hey, c'était pas grave. Ouais, parce que être capable de revenir, c'était. Ben, c'était ça le défi. Important. C'était ça le défi. Oui. Puis ensuite, on a eu des profs de mobilité qui ont été exceptionnels. Moi, quand je pense à des Juliane Couturier et des Agathe Rattel, là, on est dans le haut calibre avec ces filles-là. Ils nous faisaient passer des heures sur un coin de rue. Je sais pas si t'en as fait de la mobilité avec eux autres, là. Ben, pas avec ces deux-là, mais tantôt, t'as nommé Carole Zabiello. Carole aussi, qui est... Elle venait en Abitibi, elle. Ah ouais? Oh, OK. Oui. Ah oui, je pense que c'est en Abitibi, je l'ai connue. Ah ouais. Elle venait de temps en temps, là, puis elle venait me voir, puis on travaillait ce que j'avais à travailler là-bas, puis... Ah wow, mais c'est ça, mais c'était des gens qui... Non, on pouvait passer 2 heures sur le coin d'une rue. Tu vas analyser l'intersection, puis tu vas me dire qu'est-ce que les autos font. Mais c'était drôlement constructif. On a eu une qualité d'orientation et de mobilité, à mon avis, beaucoup supérieure à la moyenne de bien d'autres pays, parce que je parle avec des gens des fois, puis on avait vraiment des experts. Là, je dis elles sont encore là, mais bon, elles ont réduit, puis avec raison, mais c'est des filles qui avaient du cœur et qui croyaient en ce qu'elles faisaient. Je dis pas que les autres en ont plus. Mais je sentais chez elles probablement une compétence hors du commun, puis en même temps un dynamisme de quand tu réussissais quelque chose, de la fierté que tu ressentais puis qu'elle te transmettait aussi. Fait que oui, ça a été pour moi la découverte, de me promener tout seul, d'être capable d'aller où je voulais. Fait que oui, Victo, j'aimais bien ça, comme je te disais, mais je me promenais rarement tout seul, parce que c'était compliqué. Je prenais toujours un char pour aller ici, là, c'était loin. C'est comme en Abitibi, tu vas pas d'une place à l'autre, c'est 2 ou 3 kilomètres. Fait que, oui, tu peux le marcher une fois de temps en temps, mais... tu peux en marcher des petits bouts. Je dis pas que l'Abitibi, c'est pas beau, là. Non. Mais, ça n'a rien à mais voir on peut pas se cacher que c'est moins accessible. C'est ça. Il y a moins de services. Exact. Fait que moi, c'est pour ça que ça m'intéressait. Fait que oui, tout s'est imbriqué. L'apprentissage, la mobilité, le métro, le transport, l'accessibilité, les feux sonores pour traverser les rues. Tout s'est embarqué dans ça, finalement. Hey, moi, là, ce que j'ai le goût qu'on fasse, c'est que, bon, c'est notre dernière émission avant Noël. Puis, bon, on a parlé des nombreuses soirées de Noël que t'as animées puis que t'animes encore, là, parce que, bon, ça t'arrive encore de le faire. Ça ressemble à quoi pour toi, Noël, maintenant? Est-ce que... Noël, c'est sûr que ça se transforme quand on vieillit. Moi, je suis resté un traditionnaliste du Noël en famille et avec des amis. C'est sûr que maintenant, mes parents sont décédés, tout ça, les parents de ma conjointe aussi. Par contre, ce que je retrouve chez la famille de ma conjointe, il y a quand même toujours des rencontres. Ça, je trouve ça le fun. Pour moi, Noël, c'est un rassemblement. Puis comme je dis souvent à mes frères et sœurs, mon frère et mes sœurs, mais on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on peut-tu de temps en temps se donner un temps. Chez nous, ça se fait pas l'hiver parce que tout le monde est trop éloigné. Mais moi, pour moi, Noël, c'est tellement quelque chose de beau. Moi, je suis resté enfant avec Noël. Fait que oui, faire des fêtes de Noël avec les amis, des groupes. Puis comme je disais tantôt, puis je veux pas vexer personne, mais moi, un Noël dans un restaurant avec un groupe de personnes aveugles ou de n'importe qui, ça me tente pas. J'irai pas. Je suis capable d'appeler le monde et d'aller manger avec eux autres.
Mais un groupe où on peut se parler, prendre le temps de discuter, prendre un verre ensemble. Hey, t'es rendu où? Tu fais quoi de ta vie? Il se passe quoi? Fait que oui, moi, je suis très, 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 très enfant Noël. Même si, comme je te dis, je trouve ça un petit peu plus difficile parce que j'ai moins de famille proche. Mais je me dis, ça se compense. On le fera avec des amis. Si on est rendu là, puis que nos familles sont trop loin, les gens vieillissent trop, ben, moi, d'ailleurs, même à Oram, je disais toujours, on l'a jamais fait, parce que je pense que ça aurait marché en plus. On disait toujours, ben, pourquoi qu'on ferait pas, par exemple, le jour de l'an? Réunir les gens, parce que moi, j'ai vécu des choses dramatiques. Moi, Oram, à Noël, justement, deux madames qui partaient, puis pleuraient, je fais que... Parce que moi, tu sais, un moment donné, comme je t'ai dit, j'ai joué de 95 à 2000. À un moment donné, je niaisais toujours avec la gang du RAM et du centre. Je suis tanné de m'entendre jouer. Trouvez donc quelqu'un qui sait jouer, ce serait le fun. Puis à un moment donné, je vois deux madames qui pleurent en partant. Puis là, je finis de jouer, puis je vais sauter à la main à tout le monde. Ces madames-là pleurent. Là, je suis comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est qui se passe? Y a-tu eu de la chicane, c'est tout. Là, je voyons, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit ça, ils ont dit, tu te rends compte que tu viens de nous faire avoir notre seul party de Noël qu'on a dans tout le temps des fêtes? Là, j'ai fait, c'est plus important que je pensais. Mais cette affaire-là, moi, je pensais que c'était du niaisage pour le fun. Mais oui, c'était pour le fun, mais mon Dieu, mais là, j'ai fait que, hey, finalement, ton rôle est, en tout cas, il y a du monde, puis. Fait que j'en ai toujours gardé ce souvenir-là. Fait que oui, bon, regarde, s'il n'y a plus de Noël famille, on fera des Noëls pour aider des gens, je sais pas quoi. Mais oui, moi, Noël, j'y tiens. Puis c'est pas là, on ira pas là tout interpréter les histoires de religion pis d'accommodement pis je sais pas quoi là, ça m'intéresse pas. Noël, moi, c'est traditionnel ici au Québec, puis moi, je l'ai vécu comme ça. Chez nous, c'était comme ça. Moi, mes parents, quand j'étais tout jeune, tout le monde venait chez nous, puis encore là, ben, je faisais de la musique, hein. Fait que c'est sûr qu'on va où? On va où est-ce qu'il y a des musiciens. Fait que c'était ça. Ça faisait des fêtes, des nuits entières. On s'en allait au chalet chez mes parents avec les skidoo. Les motoneiges. C'était magique, c'était magique. Fait que oui, pour moi, tu vas parler de Noël, mais, effectivement, pour moi, Noël, il y a tout un aspect magique alentour de ça. Puis j'aimerais ça que les gens, mais je sais que beaucoup de gens ont l'écœur en titre de Noël à cause des cadeaux et tout ça. Mais moi, je suis même pas pour les cadeaux. Je suis juste dans la magie de la bebelle. Les rencontres. Parce que de fait, cadeau, je suis même plus vraiment cadeau. Je veux dire, bon là, c'est sûr que moi, ma conjointe étant grand-mère, ben là, c'est sûr que ça va être plus le fun. C'est pas pareil avec les petits. Mais là, ça va être plus drôle, ça va être vraiment comique. Avoir un Noël avec un enfant, là, ça va être vraiment cool. J'espère qu'on va pouvoir le vivre comme faut. Ça pour moi, cette année, c'est... Non, écoute, je me suis trouvé un costume de Père Noël. Pis tout ça. C'est trop drôle, là. Écoute, je pense que en fait, je suis plus énervé que la petite, je vais le dire comme ça. C'est, même que des fois, ma conjointe dit, ben là, mais pas trop quand même, là, c'est comme, mais non, tu vois, pour moi, c'est ça, c'est toute la magie. Moi, c'est pas, j'y ai donné un iPad, elle m'a donné un iPhone. Non, moi, je suis pas là. Je suis même pas au cadeau. Tant qu'à moi, il y en aurait même pas de cadeau. Le cadeau qu'on peut se faire, c'est de se rencontrer, puis de célébrer quelque chose qui est la joie de se voir. C'est même pas Noël, appelle-les pas de même, si tu veux. Appelle-les comme tu veux. Mais c'est la joie de se retrouver. Si ce n'est qu'une soirée pour dire, t'es rendu où, ta santé est-tu bonne, puis de se rappeler des bons moments qu'on a vécu. Moi, c'est là, c'est juste là que j'en suis. Puis moi, comme je te disais tantôt, moi, tu me dis, hey Serge, on fait une fête X, Y, Z. Moi, je vais être le premier dans le sens que pour moi, si j'ai pas de Noël dans ma famille, puis j'ai une famille avec ma famille d'ici, que j'appellerais de même, ou ma famille d'adoption, on va le dire de même, ben, ça va être cool, j'ai pas de trouble. Fait que oui, c'est ça. Mais fait que moi, Noël, non, c'est pas une histoire de cadeau. C'est une histoire de fraternité, une histoire de tradition. Parce que Noël, j'écoute de la musique de Noël, pas au jour de l'an, j'écoute de la musique du jour de l'an. Moi, écoute de la musique du rap au jour de l'an, oublie-moi, tu m'auras pas. Malgré que les jeunes de ma conjointe, c'est ça. Je respecte ça, mais j'ai un petit peu de misère. Et en même temps, j'essaye d'évoluer, mais je m'en viens vieux. Fait que j'essaye, mais je vais la misère. Écoute, on va s'en souhaiter un très beau Noël à toi, à moi, puis à tout le monde, tous les gens qui vont écouter l'émission. Ben effectivement, je pense que je t'en souhaite aussi un bon temps des fêtes. À vous, chers auditeurs et auditrices, je vais reprendre mon bout nostalgique du Publifone que je disais toujours. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Ça me fait plaisir d'être chez vous, avec vous. Je disais ça c'est un bout qui me rend toujours nostalgique de mon écho durable. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on s'en souhaite tous un joyeux temps des fêtes. Appelez-les pas Noël, vous voulez pas mettre de mots de religion, appelez-les pas sapin, appelez-les pas ce que vous voulez. Un joyeux temps pour vous réjouir, vous reposer. Puis si vous êtes seul, essayez de trouver des places où vous pouvez être avec des gens. Si c'est que vous fraternisez, juste pour le plaisir.
Je pense que c'est ça. Puis, ben, l'année prochaine, je vous en souhaite une des meilleures. Je sais qu'on dit toujours qu'on souhaite la meilleure des années après, mais je vous le souhaite pendant que j'ai la tribune, mais la meilleure des années, puis on va essayer de se souhaiter que c'est bien dur, mais qu'il y ait de moins de violence dans le monde, qu'on soit plus fraternel entre nous autres, qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse se donner des manières je sais que je suis très idéaliste quand je dis ça, mais qu'on puisse se donner des manières de se faire des douceurs. Ça va le dire demain. C'est beau, Mais ça. arrêtez cela. C'est beau comme ça. Des douceurs. Merci beaucoup, Serge. Hey, on aurait tellement pu jaser longtemps. Oh, effectivement. Mais je pense que ça a été... Entre moi, j'ai trouvé que c'était une entrevue Ah, moi, j'ai adoré. extraordinaire. J'ai adoré parler aux gens, parler avec toi, parler... Plein de beaux moments, plein de beaux souvenirs. Oui, et ça, dans la simplicité, hein. J'ai pas pris 4 chemins, puis j'ai pas pris le langage de Radio-Canada, nécessairement. J'étais allé vraiment avec le cœur, comment je le vivais. D'ailleurs, j'ai plein de phrases que je dis. Je les écoute, moi, les trouvé horribles. Mais c'est comme ça, c'est une entrevue de cœur que j'appelle. Et c'est ce qu'on a la chance de faire dans ton émission, c'est d'y aller avec le cœur. Ben, c'est un projet qui, comme ça aussi, hein. Ben, en tout cas, tu réussis très bien. Puis, merci encore de m'avoir invité. Puis encore une fois, joyeuse fête à toi. Et c'est le premier Noël de Connaissez-vous. On va, je le répète, on va s'en souhaiter un beau. Et puis, on va faire une petite pause aussi de 3 semaines. On va vous revenir en 2018, le 12 janvier. D'ici là, ben, je vous souhaite des joyeuses fêtes, des douceurs, comme disait Serge. Essayez de peut-être appeler, voir des gens que vous voyez pas souvent. Hein, se dire qu'on s'aime, on se le dit pas si souvent non plus. Et puis, je vous souhaite un beau temps des fêtes en retour en janvier. N'oubliez pas les entrevues. On se retrouve le 12 janvier. Donc, merci, bonne année à tous. Bonne année, bonne santé à tous. Au revoir.